Par contre, si vous avez du monde derrière ou quoi, coupez vos micros, hein. Je te le coupe quand il y a du bruit si tu veux. Ouais, c'est bien. Bah, déjà, truc, je voulais commencer par un truc rapidement, mais là, ce qu'on a là, cette chute, c'est quoi? C'est une chute de combien? Pour le moment, c'est 11. J'ai un truc il y a un truc que j'ai posté, dans Général, je crois que je l'ai posté cette nuit. Si vous commencez à flipper pour une chute de 11, vous avez la mémoire courte ou, ça fait un moment que vous êtes, enfin, vous êtes là depuis pas longtemps, quoi. Parce que le truc, c'est que quand on regarde le passé, quand on regarde ce qui s'est passé, ne serait-ce que l'été dernier, enfin l'année dernière, enfin c'est même pas l'été dernier, c'est genre sur l'année en cours, bah, des mouvements d'une amplitude, aussi importante, il y en a eu un paquet, hein. Les mouvements de moins 20, c'est des choses qui arrivent, assez fréquemment, il y a aucun problème par rapport à ça. Donc là, pour le moment, bah, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que, on peut tout à fait avoir une correction qui est similaire à celle qu'on a eue en août. Ouais, c'est juillet, fin juillet, début août, et c'était du moins 30. Moins 30, ça nous fait revenir, bah, ça nous fait revenir limite au niveau du début de l'impulsion, et c'est OK, en fait. C'est en réalité, c'est OK. C'est-à-dire que oui, vous allez prendre cher si vous avez des alts parce que bien sûr, si Bitcoin il perd 30, vos alts ils vont en perdre 70, mais ça remet pas forcément en cause normalement, on va regarder ça, hein, mais si on regarde la tendance de fond, il y a une règle qui est assez simple sur le first stop, hein, c'est-à-dire que si on regarde, si on met un Fibonacci, bah, voilà, on regarde, on revient où? On revient au 38,2, quoi. Donc si on revient sur support ici, on revient au 38,2, et c'est un truc qui a fonctionné, bah, dans certains bull market, quoi. Donc quelque part, je veux dire, si on remet les choses dans leur perspective, on peut, chuter vraiment à des prix assez bas, sans pour autant que ça remette en cause le marché haussier. Maintenant, oui, c'est sûr que si on va à des prix aussi bas, ça va faire mal. C'est sûr que ça va faire mal. Moi, ce qui se passe, c'est des choses dont j'ai parlé dans les lives précédents, hein. C'est-à-dire que, enfin, ce genre de correction-là, moi, je m'attendais à ce qu'elle ait lieu beaucoup plus tôt. Mais pour moi, le fait qu'on revienne dans le tunnel 4 heures ici, comme on est revenu, très succinctement au niveau du 6 décembre, on est revenu très succinctement aussi au niveau du quand on a eu vraiment le gros flush sur les alts, je crois que c'était là, hein, c'était aux alentours du 9-10. On est revenu là. Bah, là, on y revient bien, bien comme il faut. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment en bull market, enfin surtout en bull market en tendance haussière, on va dire. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé ici, en janvier, hein. On était même dessous. Voilà, on a fait un joli bear trap, hein. Mais si on regarde le cycle précédent, des trucs comme ça où en fait, on vient dans le 4 heures, voire sous le 4 heures, ça, c'est des choses qui arrivent. Et là, on peut voir, hein, que c'est à peu près la même péri enfin, c'est à peu près la même période. Là, c'était début 2021. Bon, on est fin 2024, OK. Et là, c'était quoi? C'était une correction de moins 30. OK. Donc là, moi, j'en vois qui sont en train de paniquer. Alors pas forcément sur le Discord, là, c'est ce qui est assez étonnant par rapport à ce qu'on a pu vivre, c'est que sur le Discord, ça panique pas tant que ça. Mais j'ai vu, moi j'en ai dans mes MP, j'en ai un peu partout qui paniquent aussi pour le moment, pour pas grand chose. Alors je comprends parce que c'est vrai qu'en général, les gens sont vraiment surexposés aux alts et que c'est liquide. Mais pour le moment, il y a pas vraiment de quoi vraiment, vraiment trop paniquer, quoi. Enfin, comme je l'ai dit, si vous voulez paniquer, il faut paniquer le plus rapidement possible et puis, se désexposer. C'est sûr parce que, là, la 1re jambe, elle est OK, hein, et c'est la deuxième qui fait mal, et enfin, et la suivante, s'il y a une suivante, c'est celles qui font le plus de mal parce que pour le moment, il y a pas, évidemment, il y a certains trucs, genre Ethereum, bah, il se fait éclater. Ouais, voilà, Ethereum se fait, et encore, c'est pas ça va, quoi. Honnêtement, je veux dire, quand tu remets les choses dans leur contexte, c'est surtout que, ouais, c'est qu'Ethereum, il a pas tant performé que ça. Mais bon, voilà, si tu regardes si vous regardez une image d'ensemble, c'est pas si gravissime que ça. Pas si gravissime que ça. Maintenant, est-ce que le bull market est fini? J'ai vu passer ça. Bah, c'est possible, c'est possible, et si c'est le cas, il faudra l'accepter. C'est-à-dire que moi, pour le moment, je pense pas, mais parce que si je le pense pas, c'est parce que des corrections comme ça, c'est pas la première fois que j'en vois en marché haussier, mais ça peut être le cas à cause des perspectives économiques ou peu importe. Bah, si c'est le cas, il faudra l'accepter. Il faut pas aller, contre le marché parce que de toute façon, le marché, il a raison, hein. Si le prix veut aller beaucoup plus bas, si le prix veut repartir en tendance baissière, long terme, pourquoi pas? À un moment donné, il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont. Pour revenir sur la technique, ce que je voulais montrer au niveau du range sur lequel on est là, parce qu'en fait, on est revenu au final dans, cette espèce, bah, c'est un range, quoi.
On a juste fait une déviation et au final, on est en train de revenir dans ces 2 bornes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est toujours pareil, c'est de mettre un volume profile qui est ici, sur toute cette, zone de prix. Bah, là, vu qu'on a réintégré, si on était resté au-dessus des 103, non, c'est 102. Si on était resté au-dessus des 102, ça aurait été assez bullish. Là, c'est pas le cas. Vu qu'on a réintégré et qu'en plus, là, on est en train de passer sous le POC, à voir en clôture ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on clôture au-dessus du POC, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est encourageant si on est bullish. Et sinon, moi, je m'attends à ce qu'on aille revisiter déjà les 2 lots, hein, qu'on a ici, hein. Ça, c'est à mon avis, ça doit être revisité, enfin, ça doit être revisité. Ça peut être revisité, mais je veux dire, je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Alors je vois, c'est pas que je vois pas pourquoi, mais je vois pas comment on pourrait rester ici sans venir, chercher ça, quoi. Pour moi, c'est pas possible, ne serait-ce qu'une mèche et même ce qui est ici, c'est suspect, quoi. Et c'est-à-dire que, à mon avis, venir sous la value basse, venir limite mécher sous la value basse pour réintégrer derrière, c'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Bon après, voilà, c'est toujours pareil, j'en ai aucune idée, hein. Mais c'est toujours ce que je disais, je crois je pense que c'est une des dernières updates que j'ai fait, qu'on laisse ça ici intact, franchement, c'est aussi suspect, quoi. C'est aussi suspect. Et encore une fois, hein, c'est que ça ne remet pas en cause la tendance. Ça ne remet pas en cause la tendance. C'est-à-dire que des choses comme ça, moi j'en vois plein qui disent: «Oh là là, c'est la fin du monde et cetera, c'est le top générationnel». Non, non. C'est peut-être, mais en l'état, non. Et puis, truc que j'ai jamais vu, je n'ai enfin et encore jamais. Le truc, c'est que statistiquement, ça il y a pas de statistiquement, ça veut rien dire parce qu'il y a pas eu tant de top que ça, mais je n'ai jamais vu un top de marché depuis que je suis sur ce marché, j'ai jamais vu un top de marché comme ça, avec des spreads qui sont et merde, je l'ai déjà l'indicateur. Avec des spreads qui sont en faveur du spot, OK? Donc là, ce que ça veut dire, c'est vraiment que le sentiment, il est au fond des chiottes. Le Parce que en gros, ça veut dire que soit il y a il y a un excès de levier ou un excès de spéculation en short parce que, soit les gens se couvrent ou soit les gens spéculent à la baisse et anticipent une baisse, long terme. Parce que ça, ce qu'on voit ici, c'est typique soit d'un bottom ou alors d'un marché baissier. Ça, c'est important à comprendre, c'est que sur un marché baissier, on a un spread qui est en quasi permanence en faveur du spot. C'est donc soit ça arrive soit sur un bottom, dans une tendance haussière, mais arrive aussi, dans un marché baissier. Ça, c'est un truc quand même à comprendre. C'est-à-dire que là alors là, on est en daily enfin, là, on est en daily, on n'y est pas encore en daily, hein, très loin, mais sur des unités sur des unités, court terme, moyen terme, court terme, là, on voit qu'on a quand même des spreads qui sont en faveur du spot, chose qui est assez surprenante quand on regarde le top de mars, là, on voit qu'on est resté en faveur des perps, pendant un sacré bout de temps. Donc, attention aux bear traps. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire ici, c'est peut-être simplement exactement la même chose qu'on a fait ici, juste, après le listing des ETF. Et après voilà, je veux dire ça y ressemble. Je vais pas dire, je suis pas super fan, hein, des comparaisons, vous le savez, mais on pourrait faire quelque chose de similaire où on vient exploser, je vais pas dire liquidité parce que c'est pas ça, c'est pas des liquidités, hein, encore une fois, hein. On vient exploser tous les stops, toutes les liquidations, on vient prendre tout ce qui est ici, là, OK? On se retourne et derrière on réintègre et on repart. Maintenant, si ça arrive, ce qu'il faut absolument vérifier, là où il faut vraiment être, comment dire? J'ai pas le mot. Je vais dire exigeant, mais c'est pas ça le mot. Vigilant. C'est en cas de donc en cas de break du 4 heures, chose qui peut tout à fait arriver. C'est, quand si on réintègre et que on n'arrive pas à passer le 4 heures, faut se barrer. Ça, c'est simple, c'est-à-dire que si on réintègre et qu'on n'arrive pas à passer le 4 arrière, bah, ça veut dire qu'on est, vraiment dans une tendance qui est vraiment bien marquée et que derrière, on va probablement aller voir le daily, quoi. Et le daily, c'est le first stop. Et entre ici et le first stop, vous allez vous faire éclater. De toute façon, quand vous voyez l'écartement entre les 2, c'est le même type d'écartement qu'il y avait, je crois, en 2021, hein, quand on regarde, on va voir ça. Et encore, en 2021, l'écartement, je pense qu'il était il était moins important. Mais, voilà, ceux qui étaient là en 2021, ils se rappellent, ils se sont fait éclater. Et il y en a qui voulaient attendre, qui se disaient: «OK, le tunnel daily va tenir». Il n'a pas tenu. Mais le truc, c'est que si tu attendais le break du tunnel daily, tu te prenais un drawdown de je sais pas combien de pourcents en pleine gueule.
Ouais, 27% sur Bitcoin, donc c'est un halving sur les alt, quoi. C'est moins 50% sur les alt. Donc ouais, si on repart comme ça et qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, pardon, des EMA moyen terme, pour moi moyen terme c'est 4 heures, hein. Il faut se casser. Si il va y avoir beaucoup de si dans ce que je dis. Si pareil, hein, quand on voit ce genre de cross là, au niveau du momentum, au niveau de la tendance, on est dans quelque chose de baissier et on peut le voir en amont. Quand vous utilisez mon système de tunnel, vous le voyez en amont. C'est-à-dire que vous voyez les moments où on continue de tenir les EM à court terme et puis il y a un moment donné où, bof, on commence à break et derrière, OK, rebond. Mais quand on voit qu'on n'arrive pas à tenir, on rebondit sur le 1 heure, mais on ne tient pas le 15 minutes. On a le 15 minutes qui tient la tendance et quand vous avez vraiment votre prix qui n'arrive pas à repasser au-dessus de vos EMA court terme, moyen terme, c'est des signes que vous avez une tendance qui commence à se marquer et qui, potentiellement, bah, va s'accélérer. Parce qu'on peut en arriver à un point où, bah, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais remontrer 2021. 2021, ce qui s'est passé et justement, c'est peut-être ce qu'on est en train de revivre là. Je vais peut-être, utiliser le rollback, ça va être plus rapide. Ce qui s'est passé en 2021, quand on regarde, 2000 si on était plus ou moins en 2021, ça voudrait dire que là, on a fait notre top, qu'on n'a pas encore break notre 4 heures. 2021, on a eu un rebond, on n'a pas réussi à tenir le 4 heures et la RLZ, et derrière, on passe en tendance baissière. Enfin, on confirme notre tendance baissière, on confirme notre top en fait, parce qu'on break le support ici. Si je me mets en rollback, est-ce qu'on va pouvoir voir ce qui se passe au niveau court terme? Parce que normalement, je devrais avoir les EMA qui s'affichent. Je sais pas pourquoi c'est long. Ouais, voilà. Donc là, je suis en 4 heures. Je pourrais me mettre en 30 minutes. Je pense que je vais voir la data. Alors, regardez ce qui se passe sur les moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'on essaye de tenir le 4 heures et en plus, on a un 4 heures qui est assez fin comme ça. Ça veut dire que vraiment, quand on a un 4 heures qui est tout fin comme ça, c'est vraiment qu'on est dans une période d'indécision. Au final, on ne voit qu'on ne tient pas. Et à court terme, toujours pareil, hein, changement d'UT, c'est un outil zoom dézoom, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que vous voulez un niveau de détail plus important et vous avez besoin d'un niveau de détail plus important. Même si vous êtes un putain d'investisseur, désolé pour le putain, mais vous avez besoin pour prendre certaines décisions, parce que ce genre de décision de sortir sur un top de marché, eh ben, il va falloir zoomer pour voir ce qui se passe au niveau de la tendance court terme. Parce que c'est le court terme qui détermine le long terme. C'est toujours pareil. C'est une bougie 1 heure, bah, c'est 60 bougies 1 minute. Donc, vos tunnels, là, bah, il se passe quoi? Il se passe on tient pas le 4 heures, on break le support et derrière, au niveau des heures, sur le 15 minutes, on tient le 15 minutes. Et le fait de tenir le 15 minutes comme ça vous confirme que votre tendance, elle va continuer. Enfin, une confirmation assez forte que le prix veut aller plus bas. Là, vous avez le prix qui veut aller plus bas. Si on tient le 15 minutes, qu'on tient le 5 minutes, qu'on tient le 1 minute, bah, votre tendance, elle est de plus en plus forte, en fait. Et là, vous le voyez, vous avez des crosses dans tous les sens. Chose qu'on commence à avoir là. En tout cas, on les a eu. On a eu le 5, on a eu le 1 minute qui passe sous le 5 minutes, on a eu le 1 minute qui passe sous le 15. On voit que là, on a pas mal de cross. Là, on a le 15 minutes qui cross le 1 heure. Donc, attention, même si on est dans une zone où on peut avoir un retournement, faites attention. Si vous essayez d'attraper des couteaux, bah, je vous conseille de les attraper par le manche, quoi. Ou je vous conseille de juste de pas le faire. Je veux dire, c'est attendre un minimum que ça se tasse parce que vous avez aucune idée pour le moment de si on rebondit ici ou si on va jusqu'à la value basse, voire plus bas. Pour le moment, moi je peux pas savoir pareil. Je peux dire que la localisation est intéressante, mais vu la news qu'on vient d'avoir, vu le flux baissier qu'on a actuellement, j'ai un doute sur le fait que ça soit terminé à l'instant, quoi. Donc voilà. Il y avait, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bon, on peut regarder ailleurs, hein. Ouais, Ethereum, c'est un peu la même chose. Ethereum, ça va être la même chose. C'est-à-dire que voilà, on est revenu, je pense, sur quoi? On est revenu sur first stop du dernier mouvement, je pense. Ouais, c'est ça. On casse le 4 heures. Prochaine target, à mon avis, là, c'est venir si on a une continuation du mouvement sur le Bitcoin, on revient au daily et on revient, prendre ces lows ici, péter les stops qui sont sous ces lows. Donc c'est, direction 3000. Et après, bah, on revient dans notre structure ici, ça va être une super si on y retourne, c'est une super localisation, donc 2600 par là. Et ça peut aller très vite parce qu'en fait, on n'est pas si loin que ça. En termes de price action, Ethereum, c'est super parce qu'en fait, on s'est arrêté en pleine dans la résistance. Parfait. Pas de nouveau plus haut, etc. Mais après, c'est des choses que tu peux pas aller contre, hein, il faut l'accepter. Ah, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Sol, il est dégueulasse. Je l'ai vu aussi il y a pas longtemps. Bah, Sol était pas top. Mais Sol, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, Sol,
Si on regarde à court terme, le changement, la dynamique, elle s'est inversée, ça fait un moment que la dynamique s'est inversée. Voilà, on tient pas à 4 heures, on voit qu'on a à chaque fois des phases d'hésitation sur le 1 heure et la dynamique, bah, la tendance là, elle est baissière depuis un moment, depuis mi-novembre, donc faut pas aller contre ça, quoi. Faut pas aller contre ça et là, on arrive sur des zones qui sont enfin, qui commencent à être assez intéressantes sur sol, mais même si on retourne dans le daily, si le bitcoin décide d'aller à 85, voire plus bas, bah, je vous garantis que enfin, je vous pas non, je vous garantis pas, je peux pas garantir quoi que ce soit. Solana, on revient dans notre structure d'accumulation qu'on a eu ici, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a de fortes chances, quoi, que les zones à 140, 130, ça, c'est des trucs qu'on est amené à revoir si le marché décroche encore plus. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau saisonnalité, c'est que on est censé, alors je dis censé, arriver dans la période qui est propice aux haltes. Donc si on a une répétition, encore une fois, de l'histoire, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que, c'est que vous allez avoir, pour certains, potentiellement des super entrées. Parce qu'il y a il y a la possibilité qu'on soit dans un... Je sais pas si c'est 2017 où on a fait ça. Il me faudrait Total 2 parce que pour illustrer, 2017, voilà, c'est pas la même période, mais voilà, 2017, là, on a eu un gros flush avant de consolider et de repartir. C'était Ban China, ouais, c'était ça. On a perdu -50% sur les alts. Sur quoi? Je suis sur Total 2. Ouais, il faudrait que je mette plutôt Total 2 contre BTC. Je mets pas Total 3 parce que je sais pas si j'ai assez d'historique sur Total 3 par rapport à là. Mais il y a quand même eu en 2017 toute une période où les alts se font défoncer avant de partir vraiment d'un coup, quoi. Et de toute façon, c'est souvent comme ça. Si on regarde 2020, c'était pareil. Et là, ça fait un moment. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu peut-être un faux départ. À voir la suite. À voir la suite. Après, là, on est peut-être en train de revenir, structurer peut-être un W bottom et peut-être qu'on repart. Mais ça, je sais pas encore. Ça, je sais pas encore. C'est assez. De toute façon, on peut pas savoir les choses à l'avance, hein, c'est pas possible. Après, ce qui est intéressant et ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder les trucs comme Ondo qui résistent plutôt bien pour le moment. Peut-être un peu. Non, ça résiste. Ça, c'est des alts qui résistent plutôt bien. On a un exemple. Ondo, c'est un truc qui résiste vraiment très bien. Et Tena qui résiste très bien aussi. Il résiste un peu moins maintenant. On voit qu'il y a quand même il y a une inversion au niveau de la structure là. Ça y est, on est en train de péter des lots. On est en train de revenir dans le 4 heures. Mais jusqu'à maintenant, en comparaison avec d'autres trucs, ça a plutôt bien résisté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Move, mais Move, c'est assez particulier parce que ça vient d'être listé. Move, ça résiste. Move, il en a rien à foutre. Ouais, pour le moment. Mais encore, là, le truc, c'est qu'à tout moment, lui, il commence à corriger alors que le marché se reprend, hein. Ça aussi, vous pouvez pas savoir en avance. On pourrait aller voir, par exemple, la liste de Binance. Voilà, usual, ça c'est vraiment très fort. Le truc est en ATH, c'est pas compliqué, le truc est en ATH. Mais à contrario, quand on regarde des trucs comme, je pense, si on prend un truc comme ERN, lui, il est revenu il est proche de ses lots en fait. Bon, quoique les lots sont beaucoup plus bas, mais c'est pas quelque chose qui a super bien performé et qui est en train de revenir dans son range. Super exemple, c'est CTXC. Je sais plus si c'est CTXC. Le truc, il a ravalé toute sa hausse et peut-être que c'est des super entrées, hein. C'est peut-être, parce qu'en fait, on est revenu quoi? On revient sur support. Il y a plein de trucs comme ça sur lesquels on revient sur support, donc à tout moment, là, on se retrouve avec des super entrées sur plein de trucs et après on repart. Bon, après, c'est peut-être juste des pumps pour faire sortir deux trois personnes et après le truc ne reperformera plus jamais. Enfin, j'en sais rien, mais donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder aussi? Votre récapitulatif festif, j'en ai rien à foutre. Ils veulent me le dire à chaque fois. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Au niveau des secteurs, je pense qu'il y a pas de surprise. Contre le BTC, il y a tout qui se fait éclater et ce qui est intéressant, c'est que ça fait un moment, donc il y a pas de surprise là. C'est qu'en fait, tout est en train de sous-performer à part, le secteur, sciences décentralisées. Mais depuis mi-décembre, tout super sous-performe. Donc pas énormément de surprises à ce niveau-là. C'est
Et en plus, ça colle à la saisonnalité parce si on regarde les cycles précédents, il y a toujours une période avant les alt seasons. Et encore une fois, je préfère le préciser, je ne sais pas si on va vraiment en avoir une, mais il y a toujours une période où les alts se font éclater et Bitcoin surperforme. Et puis après, les alts se mettent à surperformer. Donc ouais, c'est vrai que là, bah voilà, il y a tout qui surperf. Mais la baisse, franchement, pour le moment, elle est pas tant marquée que ça. C'est-à-dire que quand on compare avec ce qui s'est passé le 9, non, c'est quoi? C'était mi-décembre ici, là? Ah non, c'était ici. Ouais, le 9 décembre. Quand on voit la violence qu'on a eue le 9 décembre, en comparaison, il y a pas grand-chose. Ou alors, je sais pas, il y a un problème au niveau de mes calculs, mais le mouvement du 9, il a l'air beaucoup plus violent que celui qu'on est en train d'avoir là actuellement. En tout cas, c'est ce que me disent les charts, que j'ai sous les yeux là. Là, voilà, c'est limite, on est en train de se retourner sur les alts. Enfin, on est en train de se retourner. C'est de lutter 15 minutes, hein, donc il faut relativiser. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, contre USD, évidemment, ça va être beaucoup plus marqué. Contre USD, on voit que on dégueule beaucoup plus, de fait. Et quoi d'autre? C'est vrai que sur la template globale, là, il y a un truc que je sais pas s'il y a pas un problème au niveau il manque peut-être parce qu'en fait, ça me semble bizarre d'avoir un retournement ici. Je sais pas s'il y a pas un problème parce que normalement, si je mets c'est peut-être qu'il manque peut-être des datas, je crois. Ouais. Il y a pas un problème de data au niveau de l'API si je mets others? Ah non, il manque des data, non? Non, il manque pas de data. OK. Bon, donc là, on a un petit relief là actuellement. OK. La dominance, ça dit quoi? La dominance de Bitcoin, elle repart à la hausse. Bah, de fait, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi la dominance repart à la hausse? C'est parce que les alts parce qu'on a un Bitcoin qui chute, mais on a des alts qui chutent plus que Bitcoin. Donc de fait, ça repart à la hausse. Ça, c'est un truc que vous pouvez trade en plus, la dominance, mais que si vous êtes sur Binance. Donc si vous êtes français, vous êtes baisé sur ce point-là parce que il y a un contrat dérivé, je crois, qui s'appelle BTC.dom et qui vous permet de long ou de short la dominance Bitcoin. Je sais pas si vous êtes au courant. Alors c'est peut-être dispo sur d'autres exchanges, je suis pas sûr. Ouais, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il y a pas de souci, hein. Si vous voulez que j'analyse un truc aussi. Ce que je voulais montrer, il y a un truc que je voulais montrer aussi, je crois, c'est sûr. Ouais, au niveau du funding, c'est pas un funding de top de marché, ça. Enfin, pour moi, c'est pas un funding de top, c'est un truc, je sais pas si on voit l'écran là? Bah si, je vois le chat, mais faudrait que Ponzi nous check 2017. Check la même semaine, la semaine je vais remonter. Regarde la charte de Send fin 2020. Ouais, tu veux que je vois quoi, fin 2020? Il y a pas je veux dire, il y a pas grand je sais pas en fait, il faut me dire ce que tu veux que je vois. Si tu me regardes regarder une charte fin 2020, il faut me dire: «OK, qu'est-ce que tu veux que je vois sur la charte?» 18 décembre 2017. Bah, en fait, on était sur le top, je sais, enfin ça je sais, on était sur le top. Mais en fait, ça veut rien dire. J'ai vu un tweet sur ça, oui, le même jour, on a top le même jour en 2017, mais ça veut rien dire ça. Dire, ouais, ça s'appelle une coïncidence. Vraiment, c'est juste de la coïncidence, quoi. 18 décembre, bah oui, on était en train de faire le top. On était en train de break la parabole, mais on est vraiment loin pour le moment, hein, de la même configuration technique. Ça se ressemble même pas, en fait. Mais oui, là, je me rappelle, enfin, je me rappelle, les alts avaient commencé à run avant. Si je mets la dominance, ça sera plus simple. Juste avant, ils avaient commencé à run et après, ça avait continué jusqu'en février 2018. Il fallait pas attendre février 2018 pour sortir des alts, hein, parce qu'ils ont fait leur ATH. Je crois que c'est Ethereum qui a fait son ATH contre Bitcoin en février 2018. Je sais plus exactement, peut-être un peu avant, mais il fallait sortir avant. LTC, à mon avis, il se maintient bien. Après, quand on voit comment il s'est fait éclater depuis des années contre le Bitcoin. Bon, là, par contre, il se maintient plus tant que ça, hein. Contre ça, on a eu un beau rebond, mais là, on est en train de repartir à la cave, hein, sur Litecoin. Si je regarde contre USD, ouais, c'est pas fou bon, après, on structure la même chose un peu partout, hein, mais quand on regarde, là, on a explosé le 4 heures. Moi, je pense que le prochain support, c'est ici, quoi. C'est la zone des 80 $, enfin, 80 $. 80 $. Il y a plein d'alt, il y a certains alts qui se maintiennent. Alors le truc, c'est que il y a deux choses. C'est que soit ce sont des actifs sur lesquels il y a de la demande et donc c'est des actifs qui sont forts. C'est-à-dire que il y a l'exemple de Usual, hein. Il y a l'exemple de Usual qui est en train de faire un ATH. Il y avait IO qui était intéressant et qui commence, je crois, à IO en daily. Et voilà, ça a rebondi. Ça a rebondi sur le. Voilà, ça c'est l'exemple parfait d'un actif qui, pour le moment, je dis bien pour le moment, est assez fort par rapport au reste du marché. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'actif, potentiellement, ça peut, quand le marché repart, être
de gros performeurs. Ça peut être le cas. Encore une fois, là, il y a IO, il y a ENA. Bah, regardez, on peut aller voir de suite. On prend Binance, on regarde sur la journée les pires. Memecoin, Memecoin Gaming, Memecoin Gaming, ouais. Et les plus gros perfs, qu'est-ce qu'on a? On a Usual, plus 40%, Zen, surprenant, ok, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a FTT, super. En fait, il y a pas grand-chose. Il y a certains trucs qui se maintiennent, mais il y a pas de gros performeurs sur la journée. Ouais. Mais après, voilà, c'est plus sur tout le mouvement qu'on a eu. Si vous avez des trucs qui sont fondamentalement intéressants, entre parenthèses, hein, et qui se maintiennent, je crois qu'il y a XRP, ça peut potentiellement présager que ce seront de gros performeurs. Je dis bien potentiellement, de gros performeurs en cas de rebond. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on voit, il y a un truc intéressant sur les mèmes, c'est que on voit que les mèmes, genre j'ai vu Peanut par exemple qui s'est fait défoncer. Et le truc en fait, c'est que bah, les holders, au final, ils s'en séparent très rapidement. C'est-à-dire que c'est toujours des actifs qui font de super performances, mais dans les deux sens, au final. C'est-à-dire que ça tient pas. Ça tient pas. Donc ça, c'est quand même un truc à bien comprendre. C'est qu'il y a certaines classes d'actifs. Bon, de manière générale, moi, je suis pas pour hold, hein. Je suis pas, à part Bitcoin et peut-être Sol, mais et encore, et bref. Mais à part le Bitcoin, honnêtement, je suis pas pour le fait de vraiment détenir ces actifs sur le long terme. Et surtout des trucs comme le même, hein. Quand on voit les trucs comme Doge, par exemple, c'est super cyclique, quoi. C'est super cyclique. C'est des grosses impulsions, et puis des gros retracements, des phases d'accumulation, grosses impulsions, gros retracements, accumulation, etc., etc. Donc les trucs comme, bah, on peut prendre un parfait exemple, hein, Fartcoin. Je pense que ça, c'est un truc qui va, à un moment donné, donner un super short, si c'est pas déjà le cas. Bon, ça va être peut-être un peu tendu à choper, mais il y aura un énorme trade à prendre en short parce que ça va corriger, mais vraiment, je pense que c'est le genre de truc qui va corriger d'une violence. Ça va être du moins 75, moins 80%, pour ensuite, derrière, repartir potentiellement en accumulation, et puis repartir à la hausse, ça, c'est pas un problème. Mais ce sont des actifs qui ont vraiment une certaine vélocité par rapport à d'autres. Après, il y a certains actifs qui sont des actifs plus sérieux que des mêmes et qui ont le même type de comportement. Le meilleur exemple, c'est XRP. XRP, c'est très violent dans les deux sens, et après, c'est phase de conso très violent. Donc après, bon, le truc de Ripple, c'est qu'à tout moment, lui, il est en train de nous faire une conso pour repartir à la hausse derrière. Ça, on sait pas. On sait pas encore. Pour les alternatives, comment tu vois si tu peux toujours acheter ou si c'est trop tard? Il y a un truc vraiment, il y a une règle que tu peux utiliser. Je sais pas si on peut justement regarder sur Usual, parce que la tendance, non, la tendance, elle est trop courte pour avoir le 4 heures. Et encore, si. Non. Le truc, c'est que sur un actif comme ça, qui part en découverte de prix, quand tu as des retracements, en fait, tu regardes. Tu prends tes moyennes. Le truc, c'est que ce qui est simple, c'est d'utiliser un système de MA. Et donc, Usual, tu vois, il tient son 15 minutes. Là, en violet, c'est le 15 minutes. Et donc, tu as une tendance qui est forte, tu vois. Et au moment où tu breaks ton 15 minutes, tu te dis là, tu vois, t'as pas ta chart, mais on pourrait revenir ici. Là, peut-être que tu as un top. Mais le truc, c'est que derrière, tu as ton système de MA. Donc, tu as ton 1 heure qui est là, qui est en support. Et donc, tu viens dans ton 1 heure, ok, conso dans ton 1 heure. Et là, voilà, tu vois qu'on tient ton 1 heure, et ça veut dire qu'il y a potentiellement quelque chose à faire pour repartir derrière en tendance. Et donc, les retours comme ça sur des systèmes de EMA, donc là, genre, le tunnel Vegas, hein, c'est simplement c'est simplement des moyennes mobiles, hein. Et moi, je l'ai modifié parce que normalement, c'est basé sur des chiffres de Fibonacci. Moi, j'ai mis le MA 200 parce que le MA 200, c'est la moyenne mobile qui est la plus utilisée, que ce soit par les intervenants de marché ou par les algos. Et donc, tu prends c'est que des EMA 200 au final. Tu pourrais simplifier ça par des EMA 200. Moi, j'utilise ça comme des zones, mais au final, tu pourrais utiliser que des EMA 200, 15 minutes, 1 minute, 1 heure, 4 heures daily. Ça pourrait faire l'affaire. Mais voilà, là, tu as ton retour sur ton EMA 200 1 heure. En plus, là, tu vois, tu as un énorme cluster de tunnels. Tu sais que c'est potentiellement une résistance. Et c'est ce qui se passe, hein, c'est qu'on a toujours des réactions. Et quand tu flippes ça, bah, derrière, c'est des points, c'est des localisations qui sont potentiellement intéressantes pour se placer et faire de la continuation de tendance. Et ça, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous vous placez. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent même marcher
sur du très petit time frame. Là, on est sur du 5 minutes. Ça, c'est le MA200 5 minutes sur Usual, par exemple. Donc pour du suivi de tendance, pour les retours, stratégie de retour à la moyenne, et puis après on repart en tendance, c'est super. Et en plus, c'est pas ultra compliqué à comprendre. Et puis vous pouvez aussi utiliser ça comme vous pouvez utiliser ça comme des raisons de localisation et comme des raisons de momentum. C'est là par exemple ce que j'ai dit et ce qui est peut-être en train de se passer sur Bitcoin, parce que je vois les chiffres qui bougent, bah, c'est qu'on rebondit où? On rebondit sur le MA 204 heures. Là, vous pouvez voir les changements de dynamique à court terme. C'est-à-dire que là, sur mon système, j'ai même, ça c'est une MA 205, c'est 5 secondes. Je crois que c'est 5 secondes et 15 secondes, ouais, c'est ça. Vous pouvez voir les changements de dynamique, même vraiment sur du très petit time frame, où là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de passer le 1 minute. Et ce que j'étais en train de dire dans le chat, je crois que c'est cette nuit, c'est qu'il y a même un moment où on était en train de tenir le 1 minute. Donc vraiment à très court terme, on voit que le prix veut continuer à aller à la baisse, où on arrive même là, à cet endroit-là, bah, on tape pile sur le 200 1 minute. Et quand vous avez une tendance, quand elle se retourne en 1 heure, ou quand elle se retourne en daily, il y a forcément un point dans le temps où elle s'est retournée sur des unités de temps qui sont beaucoup plus petites. Je vous dis pas d'aller regarder une charte en nanosecondes, hein, ça n'a pas forcément d'intérêt en fonction de ce que vous faites, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un moment donné où votre chart, votre prix, il s'est retourné sur une unité de temps plus petite pour se retourner sur une unité de temps plus grande. Là, par exemple, c'est ce qui s'est passé, c'était quoi? Bah, c'est cette nuit, ouais, c'est ça, à 3 heures du matin. On voit cette nuit, la tendance, elle aurait pu se retourner ici. On voit qu'on tient notre 1 minute, on break notre 5 minutes, on se fait rejeter par le 1 heure. Rejeté par le 1 heure, on repart en tendance baissière. Et là, voilà, on repart en tendance baissière, on passe sous le 5 minutes, on passe sous le 1 minute, et là, c'est le 1 minute qui tient la tendance. Qui tient la tendance. Là, on est en support sur le 4 heures, mais pour le moment, là, on est en train de batailler sur le 1 minute. Donc il y a forcément un moment donné où votre tendance, elle se retourne en 1 minute pour pouvoir se retourner sur des unités de temps plus grandes. Donc voilà. Il y a des choses qui sont intéressantes aussi au niveau, je crois, des points pivots. C'est vrai que ça, c'est... Voilà, on voit qu'on a perdu. On a perdu la dernière target dont j'avais parlé sur les pivots à 103. En plus, voilà, c'était une confluence, hein. On voit au niveau price action, de fait, vu qu'on avait buté dessus, c'est une confluence. On avait au niveau du volume profile aussi. On voit que bah, on a toujours un niveau ici, hein, à 91 000. Donc c'est vraiment notre range. Il est très bien délimité par ces 2 points. Il est vraiment très bien délimité par ces 2 points. On pourrait regarder aussi... Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Le super trend. Ça, c'est assez intéressant, hein, de regarder le super trend. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça nous donne en 3D, en daily plutôt? Déjà en daily, est-ce qu'on a inversé? Non, voilà, en daily, on voit qu'au niveau du super trend, on arrive sur support ici, hein. 84. Ouais, on a vraiment une confluence ici entre notre super trend, au niveau du price action. Il y a vraiment tout qui... C'est pour ça aussi que moi je dis, il y a les prochaines étapes, c'est 94 000. OK. Parce que en termes de price action, ça colle, en termes de pas mal de choses, ça colle. Et si on break, si on tient pas 94 000, derrière, à mon avis, c'est sous 90. Donc voilà, les prochaines étapes, c'est ça. Et le super indicateur qui peut être intéressant aussi pour pouvoir utiliser déjà, il peut être utilisé comme trailing stop et puis aussi pour déterminer des points de support, résistance. En 3D, ça fonctionne très bien pour du long terme. On voit que là, ça n'a pas donné le top. Évidemment, ça n'a pas donné les tops, par exemple, sur novembre 2021. Mais en tout cas, tout le long, ça a bien suivi la tendance. Pareil, hein, là, sur le bull market, ça a bien suivi. Évidemment, ça n'a rien de magique. Il n'y a pas d'indicateur magique, les gars, ça n'existe pas. Mais il faut faire des tests, il faut regarder ce que ça donne. Je crois que en 12 heures, je crois que ça marche bien. Là, on voit qu'en 12 heures, on est en train de signaler un retournement. Mais bon, voilà, regarde, on en a signalé un, pardon, ici, au niveau de l'investiture, et celui qui prenait la vente ici, il l'avait dans l'os. Toujours pareil, pas d'indicateur magique. Ah, ce dont je voulais parler, dont j'ai parlé sur le Discord la dernière fois, c'était avec VWAP. Ça, c'est très, 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 très sympa. Quand vous utilisez une VWAP, donc VWAP, c'est une moyenne mobile pondérée par les volumes. J'en ai déjà parlé en stream, il y a très longtemps de ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous utilisez une VWAP trimestrielle. Vous affichez les écarts types de cette VWAP. Vous pouvez le faire vous pouvez le faire en
en trimestriel, en annuel, etc. Par exemple, en annuel, qu'est-ce qu'on voit sur BTC? Je vais enlever toutes les VWAP, je vais garder juste l'annuel. Là, on voit que voilà, notre VWAP, elle est annuelle, elle est très loin. On était pile dessus, donc ça veut dire qu'on est sur une moyenne de prix, sur un prix qui est considéré comme juste. Ok. Donc c'était quand on était dans la zone 50, 59, 58. Et donc on s'en est éloigné. Et à chaque fois, donc on a des déviations, on a des écarts types de cette VWAP. Donc c'est des projections à la hausse et à la baisse. Et c'est des points qui peuvent être utilisés toujours pareil, hein. C'est très simple, enfin c'est très simple dans l'interprétation parce que ça peut être des niveaux d'intérêt où on peut avoir des réactions. Et donc on peut voir, là c'est un truc où il faut juste utiliser ses yeux, vous mettez l'indicateur et vous voyez que vous êtes susceptible pardon, d'avoir des réactions sur ces niveaux de prix. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est sur une déviation, sur une des dernières déviations, donc vous pouvez en mettre d'autres, mais là, on est quand même sur une déviation numéro 3, et on voit qu'on a une faiblesse au niveau du prix où à chaque fois on réintègre. Donc, quand on voit ça, on voit qu'on sort et on réintègre. Les réintégrations, c'est des opportunités de prendre des ventes. Et là, si on regarde, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on regarde, on zoome, on voit qu'on a tentative de sortie, mais on galère à sortir de notre déviation. Donc là, ça nous indique aussi qu'au niveau du prix, il y a une faiblesse. Et là, on voit qu'on est presque sur, en termes de localisation, on est presque sur une localisation qui est intéressante sur notre déviation, là, au niveau de VWAP. Ce que je voulais montrer, c'était en trimestriel. C'est assez efficace pour déterminer si un actif est fort ou faible. Là, on voit qu'en trimestriel, on est en train de réintégrer notre déviation numéro 1. Donc, si on utilise un système comme ça peut être problématique pour la continuation d'une hausse si on considère que Bitcoin, qui est sous sa déviation numéro 1, est un actif faible. Parce que, exemple assez intéressant, Solana, on voit que quand on a réintégré, quand on est repassé dans notre déviation numéro 1, derrière, c'est retour à la moyenne, quoi. Même sous la moyenne. Donc là, on voit que par exemple, Sol, dès qu'il a réintégré sa déviation numéro 1, c'est un signal de faut se casser, quoi. Parce que souvent, quand on reste trop souvent sous une déviation comme ça, on revient au niveau d'en dessous. Donc pour BTC, ça nous donnerait. Voilà, il y a tout qui concorde pour nous donner une target à 85 000, quoi, 84, 85 000. Il y a une énorme confluence de localisation à ce niveau de prix. Donc je vais pas dire que je serais pas étonné qu'on y aille, mais en tout cas, ne vous étonnez pas si on y va. Donc pour toi, c'est une réaction en chaîne, c'est une minute qui entraîne le 5 minutes, etc. Regarde, c'est simple, c'est que une bougie 5 minutes, c'est 5 bougies une minute. C'est vraiment, regarde, tu prends une bougie daily, et tu prends les 3 derniers jours, là. C'est-à-dire que je vais virer ça, donc je fais ça, ok? Là, si je passe en 1 heure, ça, c'est le détail en 1 heure de ça, tu vois? Alors, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça exactement, j'ai une journée en trop. Voilà, ça, et si je passe en 1 heure, j'ai le détail de mes 3 jours, c'est tout. En fait, tu zoomes et tu dézoomes, c'est tout ce que tu fais. Quand tu changes de time frame, c'est la seule chose que tu fais, c'est zoomer pour avoir un niveau de détail qui est plus important. C'est tout. Vraiment, là, tu te mets en 1 minute. Qu'est-ce que tu vois? Il y aura pas tout d'affiché à l'écran, donc on va se mettre plutôt en 3. Là, tu as le détail de tes 3 derniers jours en bougie 3 minutes. Mais ça reste 3 jours. Donc ça reste ça, tu vois? Vraiment, la seule chose qu'on fait là, c'est que là, vous dézoomez et là, vous zoomez. Voilà, c'est tout. Parce que vraiment, il faut vraiment comprendre et se mettre dans la tête qu'une bougie 4 heures, c'est 4 bougies 1 heure. C'est juste logique, en fait. Mais c'est un truc, même moi, je sais que j'ai mis un moment à le comprendre, mais c'est juste logique. Tu vois, si tu fais les maths, si tu réfléchis en termes de mathématiques, c'est juste logique, quoi. Une bougie 1 heure, c'est 60 bougies 1 minute. Donc quand tu regardes, si tu veux regarder le détail, en fait, si tu veux regarder le détail de ce qui s'est passé dans une bougie 1 heure, tu changes de time frame, tu vois? Ton price action sur le 1 heure là, en fait, il se construit, c'est la somme, voilà, c'est en termes de somme. C'est-à-dire que tu veux regarder ce qui s'est passé ici sur ces 2 bougies en 1 heure. Voilà, tu prends tes 2 bougies, tu passes en 1 minute, voilà, et ça, c'est le détail de tes 2 bougies 1 heure. Quand tu vois par exemple, je sais pas moi, une mèche, je sais pas, où est-ce qu'il y a une mèche? Ouais, voilà, cette mèche là, parce que là en 1 heure, c'est qu'une mèche, mais en fait, si tu changes de time frame, si on se met en 1 minute, alors je vais faire ça, je vais mettre, pour qu'on le voit, je vais me mettre en rollback ici et je passe en 1 minute. Donc, si tu veux le détail de ce qui s'est passé dans ta mèche ici, il faut que tu viennes en 1 minute. Et là, tu vois que
Et encore, même ici, tu as une mèche. Mais en fait, en 1 minute, bah, c'est pas toute la bougie, pas toute la mèche qui forme une mèche, de fait. Parce qu'il y a un moment donné, et on pourrait même descendre, on pourrait passer en 5 secondes, par exemple. Je sais pas si j'aurais la data. Non, j'aurais pas la data qui s'affiche, j'aurais dû passer en 30 plutôt. Ou en 15. Ouais, ça va être trop long. Ouais, voilà, si. En 15 minutes, en 15 secondes. Voilà, ça, c'est la mèche. C'est la mèche qu'on a vue, mais sur des bougies 15 secondes. Donc vous avez le détail de l'action du prix dans cette mèche. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Tu regardes pas la tokenomics du coin? En fait, je regarde les tokenomics, surtout, alors dans un marché haussier, je vais regarder ce qui se passe au niveau des unlocks. C'est-à-dire que si vous avez, ce qui est important, c'est le contexte. Parce qu'au niveau des tokenomics, vous avez aucune idée de, comment dire? C'est pas si simple que, OK, il va y avoir de gros releases et du coup le prix va se casser la gueule. Le truc, c'est que vous avez même vous n'aurez aucune idée de les tokens qui sont lock, ils ont peut-être été échangés plusieurs fois. C'est-à-dire que même des tokens lock peuvent être échangeables. C'est-à-dire qu'on peut faire des promesses de vente, et cetera. Il y a tout est possible. C'est-à-dire que même un token lock qui va être, mis en circulation, vous ne savez pas combien de fois il a été échangé avant d'être mis en circulation. Et c'est-à-dire que la personne qui le détenait à un moment donné, ce n'est même plus la personne, c'est peut-être même plus potentiellement la même personne qui va le détenir au moment où il sera mis en circulation. Et c'est ce qui s'est passé par exemple je crois que c'est sur Celestia. Il y a eu un gros unlock à un moment donné qui n'a pas eu un énorme impact sur le prix parce que il y a une majorité de tokens qui étaient locked, qui avaient déjà été échangés en OTC. C'est des VC qui avaient revendu leur Celestia à un prix qui était pas très éloigné des prix au moment de l'unlock, donc il y avait pas d'intérêt de vendre ça. En fait, c'est vraiment ce qui se passe au niveau des unlocks, c'est le comportement de la personne qui va recevoir les tokens. C'est simplement ça. C'est-à-dire que si on est dans un marché complètement haussier, complètement débile, il peut y avoir de gros releases sur un token et ça n'aura aucun impact. Tout simplement. Ce qui est important, c'est vraiment le contexte. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a plein de projets, je pense à qu'est-ce qui va unlock, je crois? Je crois qu'il y a IO. Je crois que je sais pas si Ryu, il est sur le stream, il peut me confirmer. Je crois que IO va unlock en juin, comme ça. Mais donc, ouais, Hondo, par exemple, il y a des gros releases, mais ce qui est important, c'est de savoir quand. C'est vraiment, vous avez votre token de gros release, vous mettez sur votre chart le moment où les releases vont commencer et vous avisez vous regardez le contexte global du marché au moment du release. C'est-à-dire que si on est en pic euphorie, il y aura pas énormément d'impact. Si on est sur un top de marché et si vous voyez qu'on est sur un top de marché, enfin, après, pour le voir, c'est toujours difficile d'anticiper le top. En général, vous connaissez le top une fois qu'il a eu lieu. Mais le truc, c'est que, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bear market, un projet qui a de gros releases, il se fait éclater la gueule. C'est simple, vraiment. Ce qui s'est passé sur Serre, par exemple, voilà. C'est typique d'un projet qui se fait éclater en marché baissier parce que c'est unlock toutes les semaines, voire tout le temps, en fait. Donc, il y a aucune demande. Et donc, ce que font les gens, c'est qu'ils vendent continuellement. Ça, voilà, le truc, il est listé au top. C'est listé au top avec de gros unlocks pendant je sais pas combien de temps. Et on pourra aller voir, je sais pas si je l'ai là. Ouais, je sais pas si. Ouais, on peut le voir là, je pense. Donc voilà, à partir de janvier 2022, au niveau des unlocks, c'est la grosse Bertha, quoi. Vraiment la grosse Bertha. Ce genre d'unlock en bear market, c'est short season. C'est-à-dire que si vous trouvez un actif comme ça qui a son listing proche d'un top de marché avec des unlocks énormes, vous trouvez des dérivés pour le short, c'est free money, quoi. Parce que voilà ce qui se passe derrière, c'est vraiment ça se fait éclater. Ça se fait éclater jusqu'à ce qu'on trouve et ce qui est intéressant, c'est que là où on s'est arrêté, où on a trouvé un bottom, c'est le prix, vraiment le prix du bottom, c'est le prix des seed investors. C'est-à-dire que c'est vraiment le prix le moins cher auquel des gens ont eu accès à ce token, à marquer le bottom. Bon, ça arrive pas tout le temps, ça arrive, même souvent, voilà, on est même venu dessous, hein, maintenant. Mais souvent, ces prix-là, ça peut marquer des bottoms. Mais voilà, ce qui importe le plus, c'est vraiment le contexte. Plus que les Vrenomics, c'est vraiment le contexte dans lequel vos unlocks se font. Solana, par exemple,
Parce qu'il y a vraiment tous les exemples. Solana, quand on était c'était en 2020, hein, c'est le moment où on a eu les gros unlocks sur Sol. Il y a eu, je crois, 80% du supply qui a été. C'était fin 2020, je crois, et tout le monde pensait que Solana, ça allait s'éclater au sol. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est pas du tout. Je crois que c'est les releases, le gros release a marqué le début limite de la tendance haussière sur Sol. Et tout le monde pensait que le gros release allait affecter le prix à la baisse, etc. Donc c'est pas aussi. Il faut vraiment se dire que c'est pas aussi simple que ça. Et que le plus important, c'est vraiment toujours le contexte. Dans quelle phase de marché on se situe? Là, par exemple, voilà, il y a le typiquement, le contexte et là, c'est vrai que ça devient compliqué à se dire: «Est-ce qu'on va avoir une alt-season?» et cetera, et cetera. On est dans un contexte où on n'a pas une euphorie retail, en tout cas, je sais pas au niveau institutionnel, je saurais pas trop juger, mais on n'a pas une euphorie qui est exacerbée par rapport à d'habitude. On le voit, bah, ne serait-ce que sur le funding, on le voit sur l'activité sur le Discord. D'ailleurs, les 2 sont corrélés. L'activité sur le Discord, elle est corrélée au funding rate et donc on n'a pas cette euphorie. En général, bah, les marchés, ils naissent dans la peur et ils meurent dans l'euphorie et là, c'est pas le cas. Donc est-ce que au niveau, du contexte, actuel, on est sur un top de marché? Par exemple, hein, pour revenir sur ça, bah, moi, j'en ai pas l'impression. Maintenant, est-ce qu'on peut top sans euphorie? Au final, peut-être. Il y a rien qui l'empêche au final. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que tout est toujours possible. Donc voilà, je veux dire l'avenir nous le dira. Mais en termes, si on regarde et qu'on constate les datas à l'instant T, bah, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, ce qui a déjà eu lieu, il y a pas tant de signes de top que ça. Il y a certains signes évidemment quand on voit des trucs comme, Fartcoin, voilà, ça c'est le genre d'absurdité qui arrive sur le top de marché. Certes, OK. Mais maintenant, voilà, c'est-à-dire que les corrections, ce genre de correction violente, c'est typique du marché crypto. Ce genre de correction où, tout le monde a le doute et vraiment tu commences à avoir la panique, tu commences à avoir les gens qui vendent leurs alts et cetera. C'est typique d'un marché aussi où, tout le monde pense que c'est le top et au final, c'est pas le top et en fait, on repart comme en 40. C'est une possibilité. Quand est-ce que c'est arrivé? Bah, voilà, ne serait-ce que ce qui est fou, c'est que voilà, par exemple, mai 2021, c'est-à-dire que exactement ça, c'est un top de marché et d'ailleurs, d'ailleurs tout le monde, enfin pas tout le monde, mais il y en a énormément qui considèrent que le top du cycle de 2021 a été fait en mai et pas en octobre et pas en décembre 2021. Pour eux, c'est le top, il est là, malgré le fait qu'on ait fait un ATH ici et pourtant, le truc, c'est qu'entre, sur l'été 2021 et sur ce run-là, il y a énormément de gains qui ont été faits. Vraiment, sur ce run-là, le BTC, il a fait que 140%, mais des trucs comme Avax qui ont fait x10, quoi, par exemple. Donc voilà, c'est où aussi qu'on avait bon, hormis ça, évidemment, là, c'était, la fin du monde, hein. Là, tout le monde s'en souvient, c'était la fin du monde. Sur le crash, là oui, parce que d'ailleurs, en parlant de crash, celui qui parle de crash ici, c'est pas un crash. Ça, c'est pas un crash, ça. Ça, c'est une correction. Voilà. Ça, c'est une correction. Voilà, ça, c'est une correction. Il y a pas de crash. Franchement, les crashs qu'on a eu, c'est Luna, OK, et encore Luna, c'était pas là. Luna, c'était ici, hein. Mais en gros, ça et ça, c'est 2 jambes, c'est Luna et après c'est le Three Arrow qui blows up. Mais vraiment le seul gros crash qu'on a eu sur le marché crypto, il y en a 2. Il y a celui-là de mai 2021 surtout. Bon, il y en a d'autres en vrai, mais c'est les trucs les plus violents que moi j'ai connus, c'est mai 2021 et sinon le crash Covid, quoi. Après oui, c'est vrai que ça c'était violent aussi. Il y avait pas de raison particulière, mais des trucs qui ont vraiment marqué les esprits, ah, il y en a pas et tant que ça, pas vraiment tant que ça, hein. Et souvent, moi, je vois les gens qui parlent de crash alors qu'il y a pas de crash. Une correction, ouais, il y a pas de crash. Le marché, il c'est pas un crash. Ça, c'est pas un crash. Ça, c'est un crash. Ça, quand tu vois ce qui s'est passé au niveau des leverage, enfin, vraiment en termes de liquidation ici, il y a un moment donné, je me rappelle, c'était, je sais plus, c'était le 20 ou le 19 ou le 20, il y a la machine le moteur de trading de Binance Future, il a buggé. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt de cotation, hein. Il y avait tellement de liquidation, le truc a buggé. C'est Binance qui bug, qui arrête de côté complètement, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Est-ce qu'en juillet 2021, tu voyais techniquement qu'on aurait encore un dernier rallye haussier après la grosse correction de 2021? Ici, ouais. En fait, c'est surtout, c'est quand on a break le daily ici. Moi, j'ai pas en fait, j'ai pris les risques d'acheter des alts
dans cette zone. Mais je pensais pas, honnêtement, je ne pensais pas, voilà, qu'on aurait ce mouvement-là. C'est vrai. Je pensais pas qu'on aurait ce mouvement parce que les rebonds comme ça, quand tu as une longue consolidation comme ça, c'est souvent, c'est quasiment tout le temps le cas. Tu as souvent un rebond comme ça. Mais quand on a échoué en reload zone, on est venu, on a été violemment rejeté en reload zone. On est revenu sur le daily et moi je sais que là, sur le daily, par exemple, je me suis réexposé, mais en arrivant sur le daily ici, il y a pas mal d'alt qui justement, où est-ce qu'il est? Mince. Ouais, c'est là. Il y a pas mal d'alt qui sont venus beaucoup plus bas et qui m'ont sorti, je me suis fait sortir sur pas mal de trucs ici parce que le mouvement où on a été rejeté en RLZ et on est revenu sur le tunnel daily sur Bitcoin, sur les alts, ça a été beaucoup plus volatile, c'est toujours le cas. Ça à chaque fois, c'est le cas. Si on regarde, je pense, un truc comme, je sais plus sur quoi je me suis fait break even à cette époque-là. Mince. Bon, si je mets juste les alts, peut-être sur les alts, on a fait la même chose, mais il y a plein de trucs qui étaient assez volatiles et qui sont revenus vraiment assez bas. Et moi, quand je vois un rejet comme ça en RLZ, j'ai été vraiment surpris par ce move. Et même pour être honnête avec vous, je crois que j'ai même pas racheté, j'ai pas racheté Bitcoin sur le daily ici. Parce que moi, quand j'ai ce genre de move, vraiment rejeté et après on repart, je me suis réexposé. En réalité, je me suis réexposé quand on a commencé à structurer quelque chose de bullish, si j'arrive à revenir. C'est-à-dire que là, on est venu en RLZ et puis en fait, on a explosé la RLZ et moi, je me suis juste réexposé, quoi. J'ai repris le truc en route comme ça, sur Bitcoin, jusqu'au top, parce que j'avais raté la réexposition ici dans le daily. J'y croyais pas. Je me suis dit, ok, on va revenir en RLZ ici et puis on va restructurer et repartir à la baisse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu bim, bim, bim. Et donc, en fait, j'ai repris, en tout cas sur Bitcoin, bon, j'avais des trucs, j'avais gardé plein de trucs, genre Avax, Solana, tout ça. Mais sur le BTC, je l'ai repris en route. J'ai dû le reprendre en route. Parce que moi, je croyais pas à ce mouvement et pourtant, il a eu lieu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'en juillet? Ouais, donc ça, j'ai répondu. Pour ce genre de token, tu peux faire plein de shorts avec levier x2, comme ça, à chaque fois, tu fais. Oui, mais tu peux. Il y a plein. En fait, il faut trouver vraiment au niveau tokenomics. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau tokenomics, si tu trouves des tokens qui vont avoir de forts releases, et je pense par exemple à Starknet. Starknet, il me semble que sur l'année prochaine, en plus là, c'est en train de se faire dégommer. Là, très bien, super, super travail du tunnel daily, de le mat de centre daily. Starknet, c'est un truc qui va avoir de forts releases. Je sais pas si on peut aller voir. Starknet. Ouh, ça fait peur. Ouais, c'est dégueulasse. Vraiment, ça, c'est ce genre de tokenomics, c'est vraiment de la merde. Voilà, là, Starknet, c'est à partir de quand? Je crois que c'est à partir de maintenant, quoi. Là, c'est ça, je vois pas comment ça peut pas tenir. En fait, en marché baissier, ça peut pas tenir. En marché haussier, OK, ça peut perf, mais sinon, c'est release sur release en permanence, quoi. En gros, il y a de la demande qui va arriver constamment jusqu'à, en tout cas, vraiment de manière assez importante, jusqu'à mars 2027. Donc ça, s'il y a un bear market, normalement, hein, je dis bien normalement parce qu'il y a jamais aucune garantie, c'est un truc à short, quoi. Même si je connais pas tant que ça Starknet et peut-être que fondamentalement c'est intéressant, mais je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, en bear market, ça tiendra pas. Je mettrai pas ma main à couper, mais je vois pas comment, avec un excès de demande aussi important, ça peut tenir. Donc ça, c'est un truc, vous pouvez le mettre de côté. Potentiellement, il peut y avoir une spéculation à la baisse intéressante dessus, quoi. Et il y en aura d'autres, hein. Bah, ne serait-ce que on peut prendre, alors après on peut partir sur le principe que peut-être qu'il va y avoir une super demande sur les cryptos et que ça va être, le stock market bis et que tout va être à la hausse pendant, des années. Bon, j'y crois pas, il faut arrêter de rêver. Enfin, il faut rêver un peu, mais pas trop non plus. Mais, on peut prendre, voilà, IO, voilà, tout le monde a du IO en plus, je veux dire, c'est un truc que tout le crypto Twitter, français, j'ai l'impression a du IO. Bah, il y a un moment, IO, je suis désolé, il va y avoir, c'est à partir de quand? C'est à partir de mi-juillet 2025. Bah, à partir de mi-juillet 2025, en fonction du contexte, bah, il faut dégager ces tokens. Il faut les dégager. Parce que de toute façon, vous êtes pas là vous êtes là pour faire de la thune, vous êtes là pour faire du profit, vous êtes pas là pour détenir des coins pendant un siècle. Enfin, au pire, ce qu'il faut faire, c'est accumuler du bitcoin, tu vois? Mais pas des trucs, qui ont des giga releases, sur des années, quoi, tu vois? Le truc, c'est que on peut avoir un marché baissier et c'est peut-être ce qui va se passer. C'est-à-dire que peut-être qu'on va, si on top pas maintenant, peut-être qu'on va top
comme d'habitude entre, je sais pas, entre mars et mai et entre, voilà, là, c'est vraiment le plan sur la comète, vraiment. Je supporte pas faire ça, mais peut-être qu'on va top entre mars et mai, donc on va avoir le top local entre mars et mai et qu'ensuite on va avoir une tendance baissière, pendant tout l'été et qu'on va avoir un bottom, genre, je sais pas, vers septembre, octobre, un truc comme ça pour avoir, le top de cycle en fin 2025 et ça veut dire que un truc comme IO, il va y avoir une période où il va y avoir une tendance baissière avec pas mal de releases et après, on pourrait reprendre une tendance haussière parce que le contexte change malgré les releases. C'est pour ça que là, je vous dis, c'est vraiment le contexte qui est plus important que le planning de release des tokens. Bah, voilà, rappelez-vous de ça. Mais par contre, est-ce qu'avec les releases, je peux me faire liquider si ça fait ah bien sûr! En fait, parce que il y a un truc que tu maîtrises pas, c'est le prix. De toute façon, tu n'as aucune maîtrise sur le prix et le marché fait absolument ce qu'il veut. Donc, tu as toujours le risque. Tu auras beau, je peux reprendre la chart, hein, je peux reprendre CER par exemple, parce que c'était vraiment l'exemple parfait. Mais malgré le fait que tu as les datas qui te disent, ok, tu peux short ce truc parce que c'est de la merde. Enfin, désolé, hein, peut-être un super projet, mais en termes de tokenomics, en termes de contexte, etc., c'est de la merde. Donc ça se short, mais le marché, in fine, il fera absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu auras ton contexte, tu vas prendre ton short parce que tu as les datas qui vont sens, et si le marché décide d'aller dans le sens opposé, il le fera malgré, tu vois, malgré que tout soit ficelé comme il faut, et c'est toujours pareil, c'est le risque. C'est le risque. Et c'est pour ça qu'il faut gérer son risque. Parce que c'est toujours un risque. De la même manière que tu pourrais avoir, à un moment donné, pof, une mèche, tu sais pas pourquoi. De toute façon, ça sert à rien de se demander parce que tu pourras jamais savoir qui fait quoi exactement, à part Unchained évidemment. Mais ça peut être le cas et tu peux te faire liquider. Donc oui, 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 il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, et surtout sur un marché financier, quoi. Surtout sur les marchés financiers. Vraiment, risque zéro. C'est pour ça que le plus important, c'est pas l'analyse technique, le plus important, c'est la gestion du risque, le risk management, votre risque et votre money management. Si vous avez ça, vous avez quasiment pas 70 du taf, 80. C'est 90 de risk management, money management et psychologie et 10 de technique. C'est tout. La technique, c'est vraiment 10. Tout le reste, c'est de la gestion des risques, quoi. Et puis voilà, être en capacité à un moment donné d'appuyer sur le bouton, tu vois, d'appuyer, ou justement de ne savoir quand ne pas appuyer sur le bouton. C'est tout. Enfin, c'est tout. En fait, sur le papier, c'est très facile. En pratique, c'est très compliqué. En pratique, ouais, c'est toujours très compliqué. Les releases, en fait, ils freinent le potentiel de hausse en bull. Ils peuvent freiner le potentiel de hausse en bull market, mais le truc, c'est qu'il y a un article de Kobe que je reposterai qui explique très bien. Le truc, c'est que tu n'as aucune, je le répète, hein, mais tu n'as aucune idée de quand, en fait, de ces tokens. Les tokens qui sont lock, ils ont peut-être été achetés à des prix plus élevés que les prix du marché à l'instant T. En fait, tu ne sais pas, parce qu'il y a carrément des groupes dans lesquels tu peux t'échanger des tokens qui sont lock. C'est ça le truc. C'est-à-dire que des actifs qui sont pas liquides encore se sont déjà potentiellement échangés plusieurs fois. Parce que, bon, en fait, en vrai, vous, en tant que retail, vous dites: «OK, le truc, il est unlock et du coup, en fait, il peut être vendu il peut être déjà enfin, il peut être vendu». Mais le truc, c'est que vous savez pas s'il a pas déjà été acheté, en fait. C'est surtout ça, où il a pas été vendu, acheté plusieurs fois. Puisque, que ça soit lock ou pas, franchement, tout est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Voilà, c'était ça, au lancement, tokenomics dégueu, ça a pas empêché la performance. Si on regarde les Elliott Wave sur BTC, je suis pas fan de l'héliotisme, c'est vraiment pas un truc que je maîtrise, et donc je peux pas commenter. J'en pense rien, moi, le truc, c'est que pour moi, l'héliotisme, c'est un truc qui est un peu, trop prédictif, et enfin, en termes de 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 d'analyse, je trouve que c'est un peu trop, prédictif, tu vois? Moi, je me base sur je vois souvent des projections, et cetera. Je sais qu'il y a des règles bien précises, et cetera. Moi, je pars du principe que tu peux pas anticiper aussi loin que ce que je vois sur les plans des héliotistes. Mais après, sans rentrer dans la critique, et cetera, je veux dire, quelqu'un qui utilise, les théories des vagues d'Elliott, et cetera, et qui s'en sort, c'est très bien pour lui. Moi, je pars du principe que si ça fonctionne, ça fonctionne. Tu peux trade avec, si tu veux, tu peux trade avec la lune, il y a pas de souci. Puis là, la dernière fois, on m'a parlé des éclipses, tu vois? Du coup, je me suis dit: «OK, je vais regarder», et du coup, bah, voilà, j'ai trouvé un indicateur qui montre les éclipses, et on m'a dit, voilà, il y a une éclipse, solaire, je crois, fin mars, un truc comme ça, et on m'a dit: «Voilà, le top sera à la prochaine éclipse». Bon, écoute, pourquoi pas? Est-ce que
est-ce qu'on peut mettre les éclipses et voir qu'il y a des événements assez intéressants au niveau du marché à ce moment-là? Je sais pas, je sais pas. Mais écoutez, moi je pars du principe, si ça fonctionne, ça fonctionne. C'est quoi selon toi le sentiment sur les autres Discord que tu c'est le même, c'est le même. C'est le truc, c'est que à part, je suis pas allé voir les gros Discord américains, mais c'est parce que je suis pas forcément dedans, mais au niveau sentiment, il est le même partout, quoi. Les gens, ils sont à fond dans les alts et du coup, ils se font défoncer, ils sont à 2 doigts de vendre leurs tokens, voire ils les vendent et ils croient pas en l'alt season et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que ce qu'on avait en 2017. En termes de sentiment, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je crois que c'est ce que pense Tonton aussi, hein. Fin de Ça, c'est la charte de Bitcoin. Il faudrait que je mette la charte de Total 2 contre BTC. Si on prend, je sais pas pourquoi j'ai pas autant de... Voilà, si on prend 2017, je pense qu'il faudrait que je prenne peut-être même si c'est pas le meilleur candidat. Pourquoi j'ai pas l'historique? Je vais aller sur un Bitcoin, voilà, vite fait. Je comprends pas pourquoi j'ai pas je vais aller sur Poloniex, peut-être que ça sera mieux. Voilà, 2016, 2017 en se mettant daily en 3D. Mai 2017. Si tu regardes l'année 2017, et là je vais mettre Bitcoin, donc on va prendre Bitstamp. Ethereum contre Bitcoin, il fait son top en juin. Et là, derrière, tu as Bitcoin qui commence vraiment une phase parabolique. Donc, il a commencé avant, mais vraiment, c'est le plus gros morceau de la phase. Il s'est fait entre octobre et. Enfin, le morceau le plus intense était entre octobre et le top en décembre. Mais tu regardes Ethereum, en fait, je vais prendre l'outil plage de date et de prix. De son top jusqu'au point bas, c'est 177 jours et c'est moins 84% contre Bitcoin. Et les mecs qui étaient dans les alts, ils en pouvaient plus. Ils étaient vraiment au fond des chiottes. Et pendant ce temps, Bitcoin, je sais pas, on est passé de 2500 à 18 000. Voilà. Et le retournement sur Ethereum Bitcoin, tu regardes le temps que ça a pris, ça a été brutal. Donc d'ailleurs, on a fait un sommet, on n'a pas fait d'ATH contre BTC, certes, mais on a fait le sommet dans le creux. Voilà, on a fait le sommet ici dans le creux en février. Mais voilà, le retournement, il a été brutal. Et c'est pareil quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que le retournement, il n'y a pas tant le temps que ça pour se positionner. C'est-à-dire que si tu attends un W weekly, tu es mort, quoi. Tu vas l'attendre longtemps. Après, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Statistiquement, il n'y a pas énormément d'occurrences, donc c'est difficile de se dire, ok, ça va toujours être la même chose. En fait, on ne sait pas, quoi. On fait les comparaisons avec le passé, mais on ne sait pas. Donc ouais, le truc, c'est que là, c'est Ethereum contre Bitcoin, mais je vous montre les alts, c'est pareil. Moi, j'ai une anecdote, justement, je vais vous la donner. C'était Ripple. C'est-à-dire que moi, je me rappelle en 2017, XRP USD, Bitstamp. Donc là, on a Bitcoin. Ok. Moi, j'avais acheté du Ripple fin 2016, c'était novembre 2016, un truc comme ça. J'achète du Ripple à, je crois que c'était 0,07, je crois que j'ai acheté par là. Et donc moi j'ai revendu mon Ripple, il était genre, je crois que j'ai revendu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu à 0,33 et j'ai racheté. Je fais n'importe quoi. J'ai revendu, j'ai racheté mon Ripple. Et il y a toute cette période pendant laquelle il se passe absolument rien. Et c'est vraiment une période de conso. Et et pour vous dire, j'ai vendu mon Ripple le 9 décembre 2017, ici. Et derrière, on a Ripple qui passe de 22 centimes à 3,3. Incroyable. Et j'ai vendu le 9 décembre. J'en pouvais plus d'attendre, vraiment. Et j'ai vendu mon Ripple le 9. Donc voilà, c'est aussi pour illustrer le rôle de la patience, hein. Et on voit que ça a pas duré longtemps. Par contre, avant, ça a duré, genre, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça, quoi. De mai à décembre. Et là, on voit que la console a été encore beaucoup, elle a été encore plus longue, la console là, sur Apple avant que ça explose. Ouais, j'avais pas de clavier à ce moment-là. Mais les alts sur l'année 2017, alors oui, on a eu la bulle ICO. C'est vrai qu'on a eu cette bulle ICO où il y a eu énormément de grosses performances, mais de manière générale, la surperformance des alts, ça a été très 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 court sur la fin de l'année. Et on pourrait passer sur Ethereum sur l'année 2021. Donc là, on va regarder BTC. C'est vrai que, ok, on a eu vraiment une longue conso 2019, etc. Et ça a été extrêmement explosif aussi, quand on regarde. Mars 2019, bon, ça a commencé,
Ça a commencé ici en décembre 2020 avec un premier retour. Peut-être, franchement, j'en sais rien. Peut-être que ce qu'on est en train de faire ici, hein, ce qu'on a fait ici, peut-être que c'est ce qu'on est en train de faire. Peut-être. Ça ressemble absolument pas. Ça a pas du tout la même amplitude, mais bon, peut-être que ce mouvement-là, c'est le mouvement qu'on a eu ici. Mais bon, honnêtement, c'est ridicule. De faire ce genre de comparaison, c'est à un moment donné, on n'a pas du tout la même amplitude, on n'a pas le même contexte avant. Là, on voit qu'on est dans une tendance baissière qui n'en finit plus. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que là, pour le moment, il y a toujours aucun retournement de tendance pérenne entre Ethereum, enfin, sur Ethereum contre Bitcoin. Le constat, il est là, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une zone intéressante de long terme. Mais on n'a rien retourné du tout, quoi. Ça, c'est inquiétant. En réalité, c'est inquiétant. Ouais, contre Bitcoin à court terme, on a break le support, on est sous le 4 heures. Donc là, ce qui se passe dans les prochains jours, c'est que soit on réussit à avoir une inversion de la tendance dans cette zone ici. Je pense qu'on est dans la zone, hein. Ouais, on est déjà venu en Z. Soit on réussit à faire quelque chose d'intéressant et on se retourne. Soit Ethereum va continuer à faire des plus lots contre Bitcoin. Ça va être moche. Et quand on regarde d'autres tokens contre le Bitcoin, je pense qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes. Après, c'est juste de la technique, hein. Après, Ethereum, fondamentalement, ça reste quelque chose qui est quand même très intéressant, mais c'est pas ce que dit le prix actuellement, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Si le BTC descend vers 85K, à peu près son coût moyen de production, on pourrait se retrouver dans une situation un peu comme juillet 2021 avec peut-être un nouveau rallye derrière. Oui, c'est possible, c'est possible. Sinon, techniquement, qu'est-ce qui marquerait le moment où on peut se dire, ok, là, on est officiellement en bear market et on a atteint un top sans euphorie? J'ai déjà dit techniquement, ça c'est un truc que j'ai déjà dit, hein, techniquement, ce qui me ferait fuir, je pense que je le redis, hein, si on vient, je répète, il y a plusieurs contextes. Je sais pas, c'est peut-être que je l'ai dit en message privé avec quelqu'un d'autre. Admettons qu'on vienne et qu'on break le 4 heures, qu'on vienne mécher dessous, qu'on repart à la hausse comme ça. Vous allez avoir un point bas, vous allez avoir un truc comme ça. Je vais faire marqueur fléché. Non, je vais faire ça plutôt. Admettons, on fait ça. On vient à 90K. Franchement, il y a plein de possibilités. On vient à 90K, on rebondit. Donc, je ne sais pas quelle structure aura le rebond. C'est schématique. On rebondit ici. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tracer votre reload zone. On revient en reload zone comme ça et vous avez un violent rejet en reload zone. Ok. Vous allez revenir sur votre 4 heures. Ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui se passe sur le 4 heures? Si le 4 heures tient, qu'on a une structure bullish dans le 4 heures, donc je vire ce que je vais faire, c'est que je vais mettre configuration. Je vais mettre celui-là. Vous avez votre tunnel 4 heures qui vient comme ça. Vous revenez dedans, vous avez une consolidation bullish. Donc vous avez ce rejet, vous avez une consolidation bullish. Il y a une possibilité que derrière on reparte à la hausse. On casse cette RLZ et qu'on reparte à la hausse et qu'en fait c'était juste un bien. Et ça, ce schéma-là, c'est plus ou moins le schéma qui s'est passé ici. C'est-à-dire que vous avez là, vous pouvez paniquer, vous pouvez voir on break, je sors. Voilà, quand je dis paniquer, hein, c'est une panique qui est contrôlée. C'est-à-dire toujours pareil, si vous devez paniquer, faites-le rapidement. Mais vous avez des signes, et je sais plus qui c'est exactement qui m'a dit, je l'ai fait, je suis sorti totalement hier au niveau de la première chute. Vous sortez, on va plus bas et on repart à la hausse. Vous avez ces signes-là, et c'est exactement ce que je viens de dessiner, où on repasse sur votre H4. Vous avez une consolidation bullish, et cette consolidation bullish, elle peut vouloir vous dire qu'on repart à la hausse. Vous avez la possibilité de reprendre du risque. Même si c'est un prix au-dessus du prix où vous êtes sorti. Et là, le problème, c'est qu'il y en a la plupart qui vont avoir le refus d'acheter ce prix parce que vous allez avoir un biais psychologique qui vous empêche d'acheter un prix plus élevé que le prix que vous avez précédemment. Mais si vous réfléchissez un instant, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas enfin, ça a du sens forcément pour vous parce que vous êtes influencé, mais en réalité, ça n'en a pas. C'est sûr qu'il faut accepter de se faire sortir et de racheter plus haut si, seulement si, vous avez un degré de certitude qui vous dit: «OK, il y a une possibilité qu'au final, on aille plus haut». Et moi, par exemple, je l'ai déjà expliqué et je reprends une anecdote. C'est un biais qui m'a coûté énormément sur Matic. Je m'égare un peu, mais je préfère en parler. Matic, j'avais une énorme position sur Matic. J'avais acheté ici.
OK et donc et j'avais acheté ici. Je me suis fait sortir sur Matic sur le crash covid ici en mars et derrière, en fait, derrière, bon, en fait, il y a aucun moment j'ai racheté du Matic et le truc, c'est que quand on est arrivé ici, il y avait tous les signes qui nous disaient que Matic avait explosé et ce qui m'a empêché de me réexposer, c'est que ça me faisait extrêmement chier de racheter du Matic à 0,032 parce que je m'étais fait sortir à break-even sur 0,019 et derrière Matic a explosé et au final, le truc, c'est que j'ai racheté du Matic, j'en ai racheté ici quoi, à genre 0,4 et ça m'a bien fait chier. Mais il y a tout un moment où, bah, j'ai pas racheté parce que j'étais dégoûté de m'être fait sortir et j'étais complètement biaisé psychologiquement par je sais plus quel par ce biais-là, en fait. Je sais plus quel nom il a un nom il a un nom mais rappelez-vous un truc, c'est que pour confronter ces biais, cognitifs, pardon, il faut en être conscient. Si vous en êtes conscient, c'est la première étape pour essayer de les éviter. Donc ouais, ce que je voulais dire, déjà sur Bitcoin, je me suis égaré, c'est que vous avez ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on va potentiellement faire un mouvement, enfin continuer ce mouvement, venir décaler, potentiellement ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un break de structure, de la même manière qu'on l'a fait ici, mais pour réintégrer derrière et si vous avez un retour au-dessus de vos moyennes avec une consolidation qui ressemble à une conso bullish, là, vous pouvez vous réexposer. Après, il y a la possibilité qu'on revienne, break notre 4 heures, qu'on rebondisse, et là, on réussit pas à le repasser. Là, il faut se dire qu'on va continuer à la baisse. On peut aussi revenir, être dans l'incertitude et puis repartir à la baisse. Il y a un moment donné où vous prenez la décision, ou vous ne la prenez pas, mais après ça, c'est à vous de voir avec vous-même. Mais vous prenez la décision de sortir au risque de voir le marché qui repart dans l'autre sens. Parce que tout est toujours possible. Tout est toujours possible et vous pouvez faire une erreur et vous retrouver hors market. Mais ce n'est pas grave dans le sens où il faut accepter d'avoir tort et de se réexposer à des prix plus élevés si nécessaire. Parce que de toute façon, le but, c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Le but, c'est de faire de l'argent et vous pouvez avoir tort plus souvent que raison et être profitable. Et j'en vois beaucoup, la seule chose qu'ils veulent, c'est avoir raison. Mais c'est pas le but. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait perdre, 9 fois sur 10 et la fois où vous gagnez, en fait, vous gagnez beaucoup plus que les 9 fois où vous perdez. Et moi, je connais de très bons traders qui ont 30 de réussite. Mais ils explosent le marché. C'est-à-dire que les 30 où ils réussissent leur trade, ils ont des retours ils ont des retours qui sont tellement importants que ça couvre toutes les pertes. Donc ils se plantent souvent, ils coupent rapidement leurs pertes, mais au final, ils surperforment parce que les fois où ils ont raison, bah, ils ont, bien raison. Après, oui, évidemment, c'est toujours des profils psychologiques qui sont différents parce que c'est pas donné à tout le monde d'accepter d'avoir souvent tort. Ça, c'est un truc, c'est pas donné à tout le monde. Mais moi, ce que je vois souvent des gens qui veulent avoir raison et au final, avoir raison et gagner de l'argent, c'est 2 choses qui sont différentes. Il y a une nuance. Ouais, on peut tout à fait aller à qua je veux dire, on peut tout à fait aller à 85, rebondir et repartir. Mais c'est vraiment ce qui va se passer au niveau de votre structure de prix. Vraiment, au niveau de la structure de prix, qu'est-ce qui va se passer? Parce que même, voilà, même si on break, OK, si on break ça, on break, si on réintègre et qu'on fait des structures qui sont bullish, bah, maintenant si on break trop de si dans ce que je dis, mais bon, pas le choix, hein. Si on break, il est où le rayon? Maintenant voilà, le truc c'est qu'on peut tout à fait aussi ça serait vraiment le max pain, le scénario max pain, c'est vraiment qu'on break et derrière on a un rebond qui est plutôt faible, quoi. Tu vois? On a un rebond où on vient pas combler les déséquilibres, on conso comme ça et derrière on éclate, on vient au daily. Là, c'est max pain et c'est ce qui s'est passé au final, je crois en 2021. Ouais, 2021, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vient même pas on revient même pas ici. On revient même pas ici, on vient même pas ici vraiment, et là, vous pouvez, à mon avis, vous aider des moyennes mobiles. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire, quoi. Parce que c'est un scénario qui est possible aussi, où on regarde 2021. Moi, si je suis sorti en 2021, c'est parce que j'ai vu la structure de marché qui break et j'ai senti, déjà en regardant l'action de prix sur les moyennes mobiles, qu'on n'aurait pas de rebond. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a plein, ils étaient ici et je me rappelle très bien de ça. On était à fin novembre 2021
et tout le monde s'est dit, enfin tout le monde, il y en a plein qui se sont dit: «OK, j'attends le retour en RLZ». Ils se sont fait éclater. Les gens qui attendaient le retour en RLZ là, bah, ils l'ont attendu jusqu'en mars 2024 le retour. Donc dites-vous que le rebond en RLZ, bah, il a pas forcément lieu. Bon, en 2021, il y avait les signes, ils étaient affolants, hein. Au niveau sentiment là, les signes, ils étaient vraiment affolants. Vraiment, il y avait tellement de gens qui gagnaient de l'argent, tout le monde, c'est-à-dire c'était vraiment l'outrance. Autre qu'au niveau technique, c'était chaud, quoi. Ce qui est le plus bullish entre Free du Covid ou alors le gouvernement Trump, les fonds de réserve plus SEC qui perd ses procès. Honnêtement, je pense que le plus bullish, c'est la grosse berta monétaire qu'on a eue, pendant les années Covid. C'était beaucoup plus bullish pour les marchés risk-on que ce qu'on a maintenant. C'est ça le truc, tu vois? C'est que le contexte macro, il est plus incertain, enfin, il est plus incertain. Il l'était aussi à ce moment-là, mais le truc, c'est que quand ils ont démarré le QE à outrance ici, forcément, ça a dopé les marchés. Les risk-on, ça les a dopés, donc on a eu un bull run qui est exceptionnel. De fait, ça empêchera pas ça empêchera pas d'avoir un truc qui est identique, parce que si on regarde 2017 en termes de macro, et si on regarde 2017, ici, on n'était pas du tout dans le même contexte. Je crois qu'on n'était pas non plus dans le même contexte macro qu'en 2021. Après, le marché de 2017, marché de 2021, ils sont pas tant comparables que ça. Et pareil, c'est-à-dire que le marché de 2024, il est pas non plus tant comparable, avec tout ce qui a changé, au marché de 2017 ou 2021. Enfin, 2024, pardon. En fait, pour moi, ces 3 cycles, il y a tellement de choses qui ont changé entre eux que c'est très difficile de se dire: «Ça va être pareil», tout ça, quoi. Là, au niveau macro, le truc, c'est que la décision qui a été prise, elle est pas surprenante, dans le sens où on avait des chiffres de l'inflation qui étaient potentiellement en train de remonter. Comme le rôle premier de la Fed, c'est d'assurer une stabilité des prix sur le long terme, et que voilà, leur objectif, c'est d'avoir 2 d'inflation. Si ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en train d'atteindre leur objectif, ils vont faire en sorte d'agir en conséquence. Donc les chiffres qu'on a vus en amont, ils présageaient de ce qui a été décidé là. Moi, je sais que j'ai même été surpris. Bon, après, je suis pas le plus calé en macro, mais j'ai été surpris de me dire: «OK, on va quand même avoir un CUP de 25». Bon, après, c'est vrai que c'est beaucoup p en termes de compréhension, c'est beaucoup plus poussé et puis c'est totalement différent de l'analyse technique. Mais la décision de réduire le nombre de cuts pour 2025, elle est pas surprenante, parce que ce qui ce que Powell a dit au final, c'est, bah, moi mon job c'est de faire ça, et finalement, au final, j'avais prévu de faire comme ça, mais, les datas me disent de faire autrement. Donc ce qu'il a dit, il y a pas spécialement de surprise. Et est-ce que c'est je peux pas te dire, je pense qu'il y a une surréaction au niveau des marchés, et en fait, c'est pas si étonnant, parce que les marchés au final, c'est qui? C'est nous, et on a l'habitude de surréagir. On est des êtres qui sont pas forcément ultra rationnels au final, qui sont dans l'excès pour pas mal de choses, et donc au final, je pense que les marchés FI, c'est un peu la réflexion de miroir d'une foule, quoi. Parce que voilà, on voit les mouvements de panique, on voit les mouvements d'euphorie, et cetera, et le truc, c'est que il y a potentiellement une surréaction au niveau du mouvement par rapport à ce qui a été dit. C'est moi, c'est une des thèses que j'ai, en fait, c'est que, ne serait-ce que, voilà, sur le SP, je pense qu'il y a peut-être une surréaction. Je sais pas, hein, mais parce qu'au final, ce qu'ils ont dit, c'est que, voilà, ils veulent avoir leurs 2 d'inflation, ils vont faire ce qui est nécessaire pour avoir les 2 d'inflation, et du coup, là, ce qui est nécessaire, bah, c'est de potentiellement réduire le rythme de baisse des taux, et donc après, bah, ils vont faire en fonction des datas pour aviser. Donc là, par exemple, demain, bah, si demain, il y a le PCE. Comme le PCE est plus, enfin, tout le monde parle du PCI à chaque fois, mais le corps PCE enfin, le PCE est plus important pour la Fed pour prendre leurs décisions que le PCI. Donc le chiffre qui va tomber demain, si le chiffre est mauvais, bah, il faut potentiellement s'attendre à une réaction baissière, une continuation de cette tendance baissière. Maintenant, on peut avoir une surprise demain. Je sais pas je sais pas quel est le forecast, mais en attendant, moi je pense que, enfin, moi pour le moment, je reste assis sur mes mains, et j'attends de voir ce qui va se passer demain au niveau des chiffres, parce que on pourrait avoir une continuation. Et encore une fois, ça ne veut pas forcément dire
que le bull market est fini, etc. Parce que je pense pas que que les décisions vont dans le sens d'un énorme resserrement resserrement économique. Et merde, je perds mes mots. Je pense pas que les décisions qui ont été prises, elles vont dans le sens d'avoir un gros resserrement éco, comme on a pu avoir sur 2022 par exemple. Donc, je suis pas sûr qu'on parte en bear market directement, quoi. Après, voilà, il faut toujours se dire que même nous, il y a une différence entre. Ça, c'est très difficile d'avoir. Comment dire? Il y aura toujours un truc entre ce qu'on voit réellement, ce qu'on veut voir et ce qui se passe. C'est-à-dire que même moi, au final, je suis comme vous, hein, c'est que je voudrais qu'il y ait une alt season, hein, je veux qu'on fasse le plus de thunes possible, et cetera. Donc forcément, il y a toujours une espèce c'est très difficile de se mettre vraiment en retrait et de ne pas être biaisé parce qu'on a quand même une tendance, et particulièrement les influenceurs, à avoir un espèce de biais boule en permanence. Moi, j'essaye de l'avoir le moins possible, mais même. C'est sûr qu'on est toujours beaucoup plus content quand ça monte que quand ça descend. Donc ouais, toujours pareil, hein, si on revient sur cette histoire d'alt season, je sais que c'est vraiment le truc qui revient en permanence. Est-ce qu'il y aura une alt season? Est-ce qu'il y aura une alt season? J'espère, mais je ne sais pas. Je vais revenir dessus, mais dire quand on prend, il y a cet indicateur qui est intéressant, c'est season. Non, pas seasonality, c'est merde. Je sais plus si c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est dommage, j'aurais dû le mettre. Ouais, je crois que c'est ça. Et normalement, je peux faire voilà, spring, summer, fall, winter. Quand on regarde au niveau des alts, je vais faire le Vegas. Historiquement, les grosses perfs qu'on a sur les altcoins, c'est sur l'hiver. C'est de novembre à novembre-mars, quoi. Même, voilà, un peu plus. En gros, c'est le buy when it snow, sell in May and go away. Donc, c'est vrai que cette phrase, elle a souvent fonctionné, même en 2022 où on était en plein bear market, on voit que on a plus ou moins eu une belle tendance pour un bear market sur les alts entre décembre et ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est décembre à mi-février. À part vraiment le fin 2021, début 2022, à chaque fois, on a toujours été dans une belle tendance sur les alts. Même ici, c'était en plein bear market, on a eu une belle tendance à un moment donné. Là, bon, c'était le bottom. Là, c'était la grosse folie de 2017. On voit qu'à chaque fois, les hivers sont en général des périodes qui sont intéressantes pour les alts, à part dans les bear market. Ok. Donc, c'est pas pour donner de l'opium, c'est juste un fait, et c'est pas parce que ça a été souvent le cas que ça sera le cas cette fois-ci. Mais en tout cas, voilà, le constat, il est là. Et d'ailleurs, j'avais posté un rapport qui nous disait, qui justement faisait ce constat et montrait les retours qu'on avait souvent dans les biens, sur les Alpes, pardon, au niveau des saisons. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je remonte un peu. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures. Ouais, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'ai fait mon analyse. Il y a quelqu'un qui me dit, il faut checker les. Non. Je dirais les dates de halving, on s'en fout des dates. L'engouement a été pour les mêmes coins BTC vis-à-vis d'assets matures, sinon il n'y a pas vraiment d'engouement du public pour le reste, n'est-ce pas? Il y a eu, tu vois, des rotations. Il y a eu des rotations. Il y a eu à un moment donné, on a eu l'IA, on a eu bon, les mêmes, oui, il y a eu les mêmes coins, il y a eu l'IA, il y a eu des rotations. Il y a un moment donné, on a eu RWA, et même RWA, si tu regardes les assets comme, on va pas revenir dessus, mais comme Ondo qui sont quand même plutôt forts. Bon, Ondo, il y a une histoire avec BlackRock, donc ça peut influencer la chose, mais il y a quand même quelques trucs. Mais c'est une évidence qu'on n'est plus en easy mode comme on l'a été en 2021 ou en 2017, où on a tout qui performe. C'est plus le cas. C'est-à-dire que même si vraiment pas l'investiture, mais après l'élection de Trump, on a eu vraiment un gros mouvement sur les Dino Coins, etc., qui s'est vite essoufflé pour pas mal de trucs. De manière générale, il n'y a pas tout qui performe, et c'est vrai qu'il faut être peut-être plus sélectif au niveau de ses choix plutôt que d'acheter vraiment n'importe quoi. Et ouais, tu penses quoi des tokens où il y a des histoires comme Luna FTX? Je pense que c'est des trucs qui peuvent faire des performances absurdes, mais c'est pas des trucs qui seront soutenables. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que le seul qui peut vraiment bénéficier d'une espèce de momentum, c'est FTT. Ça va être lié au plan de remboursement des clients de FTX. Ça va être lié à ça. C'est-à-dire que là, le dernier mouvement qu'on a eu, c'était sur une news par rapport à ça. Et je pense que c'est la seule chose qui peut vraiment pousser le prix, c'est ce genre d'élément, quoi. Parce qu'au final, c'est vrai que c'est toujours listé. Même Luna,
même truc comme Luna, bon, c'est des quoi? C'est des réseaux qui existent encore, Luna, et cetera. Je sais pas si ça construit encore dessus. Je crois que maintenant, c'est la communauté qui s'en occupe, tout ça. Pour moi, c'est similaire à des meme coins maintenant, mais des meme coins qui ont pas du tout l'attractivité que peuvent avoir, certains trucs, comme le narratif agent IA maintenant, quoi. C'est vrai qu'on a un gros narratif sur les agents IA, ça c'est intéressant, quoi. On a pas mal de trucs qui sont en train de bien performer, quoi. Et j'ai perdu le Discord. Ouais. Hype, un joli Ponzi. Hype, c'est Hyperliquid, c'est un produit qui est bien fonctionnel. La plateforme, elle est bien fonctionnelle. Après, là récemment, il y a eu des news parce qu'en gros, leur fonds d'assurance, il est composé uniquement de leurs tokens et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois qu'ils rachètent, si j'ai bien compris, ils rachètent leurs tokens et leur fonds d'assurance, c'est uniquement du hype et il y a pas d'USDC et ça fait un peu penser à ce qu'a fait FTX. Donc c'est vrai que c'est pas forcément rassurant et je crois que ça a pas trop plu. Donc ouais, il y a un risque, il y a une espèce de risque. Après, je pense que c'est un truc qui peut très bien fonctionner en bull market. C'est un truc qui fonctionnera forcément bien en bull market avec tout l'écosystème, et cetera. Si vous voulez vraiment faire du profit, c'est pas on peut faire du profit avec pas mal de choses. Mais je pense que ces différents écosystèmes, que ce soit Sui, Hyperliquid, Movement, et cetera, il faut s'y intéresser, il faut aller dans les tranchées, voilà. En fait, c'est l'expression aller dans les tranchées, enfin, je veux dire, si vous voulez essayer de faire des trucs où vous allez faire des grosses performances avec peut-être peu de capital et que vous avez le temps pour le faire, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, le risque qui était à prendre sur, par exemple, Hyperliquid, c'était de perdre du temps. Il y avait une perte en capital qui était possible aussi parce qu'il fallait trade sur la plateforme et puis il y avait des stratégies à mettre en place, que ce soit des stratégies delta neutrales ou ne serait-ce que juste exécuter du volume parce que oui, voilà, il fallait trade. Donc ça voulait dire, certes, potentiellement une perte en capital, mais on pouvait limiter une perte uniquement aux frais. Donc il y avait à la fois une perte de temps et une perte d'argent. Mais le gain potentiel, enfin le gain réalisé au final est exceptionnel par rapport à l'investissement qui a été fait. Maintenant, le problème, c'est que c'est quelque chose que vous ne savez jamais à l'avance et du coup, en fait, c'est un risque à chaque fois qu'il y a à prendre de perdre du temps et de perdre de l'argent sur un nouveau protocole, ouais. C'est par exemple, moi, c'est un risque que j'ai pris sur, DYDX à l'époque, où il y avait la hype de farmer DYDX et c'est un risque que j'ai pas pris du tout sur Hyperliquid et j'aurais bien en fait, en y réfléchissant, bah, c'est vrai que voilà, tu te mords un peu les doigts parce que tu te dis: «Putain, c'était pas si compliqué», mais je l'ai pas fait. Donc c'est vrai il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités sur ce marché, autres que juste faire du trading ou que juste faire du trading, en fait, tout simplement. En fait, ça reste du trading, mais c'est des manières qui sont complètement différentes des manières classiques, quoi. J'ai pas d'avis sur Lingo, je connais pas spécialement le projet. Si l'annonce du Core PCE Price Index dépasse 0,2, on pourrait voir une nouvelle correction, donc ça vaut peut-être le coup d'attendre avant de se positionner. Oui, je pense que ça vaut le coup d'attendre pour se positionner et si c'est en dessous, on pourrait avoir oui, oui, on peut avoir une dynamique de prix qui repart à la hausse. En fait, le truc, c'est que à un moment donné, c'est à toi, c'est à vous de prendre la décision de: «Est-ce que j'attends la décision? Est-ce que j'attends? Est-ce que c'est important pour moi d'attendre, les chiffres ou pas? Est-ce que je prends le risque de me repositionner ou est-ce que je ne le prends pas?» C'est simplement ça, c'est vous avec vous-même de vous dire: «Est-ce que honnêtement, hein, je vais être un peu vulgaire, mais est-ce que je pose mes couilles maintenant ou est-ce que j'attends?» Tu vois? C'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est à un moment donné, c'est vraiment vous devez vous poser la question, «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque? Vraiment? Est-ce que je prends le risque?» Je prends le risque que les chiffres demain soient faux. Voilà. À savoir que si je prends le risque, je vais peut-être avoir une super entrée et je vais peut-être, si les chiffres sont mauvais, je me fais stop. Tu vois? Voilà, donc c'est vraiment à vous de prendre la décision, de réfléchir et de vous dire parce qu'il y a personne qui le fera à votre place. Vraiment personne ne le fera à votre place et c'est pas la réalité, c'est que c'est pas spécialement non plus notre rôle de vous dire quoi faire. En fait, on est surtout là pour vous dire comment faire les choses, mais pas forcément quoi. Parce que vraiment, tout le monde a un profil qui va être différent. Enfin, il y a des profils similaires, mais pas tout le monde ne va avoir le même profil, pas tout le monde ne va avoir la même adhérence au risque, pas tout le monde ne va avoir la même agressivité dans ses choix de certains vont être beaucoup plus agressifs, d'autres beaucoup plus défensifs, et cetera. Je veux dire, moi, je connais des gens, ils sont à 100 dans les shitcoins, ultra illiquides. J'en connais, c'est pas pour eux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très, 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 très différent, quoi.
Quand tu poses la question: «Qui a retiré de la liquidité du SP500?» c'est pas un signe. Quand je pose la question, c'est un peu en fait, c'est un peu ironique, c'est-à-dire retirer la liquidité. La liquidité, elle a pas été retirée, c'est-à-dire que, il y a pour moi, c'est vraiment sur le SP, c'est plus un mouvement de panique qu'autre chose. C'est ce que je disais plus tôt, c'est que à mon avis, enfin, je sais pas trop, mais je pense que ce qu'on a eu là, c'est vraiment plus, c'est exagéré par rapport à ce qui a été dit. Alors maintenant, après, on verra demain. Franchement, tu as peut-être raison, hein. Tu as peut-être raison et c'est peut-être une anticipation du fait que les chiffres vont être mauvais et à ce moment-là, bah, là, ça va être, je sais pas quelle est la prochaine target. Bah, si, voilà, la prochaine target, elle est là et ça s'aligne presque avec le tunnel daily. Non, c'est pas le daily, c'est le si, c'est le daily, ça, ouais. Je pense qu'on peut aller aux 5 800, ouais. Donc c'est vraiment revenir presque, c'est revenir sur, cet ancien sommet ici, quoi. Tu parlais d'un mouvement qui commence en UT basse. Tout mouvement commence à un moment donné en UT basse. Vraiment, c'est absolument tout mouvement commence en UT basse. Et ce que tu montres, c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, un bottom. C'est enfin le début de quelque chose. C'est de toute façon toujours pareil. C'est vraiment il y a un moment donné où tout bottom, il va commencer par. Tu peux aller vérifier n'importe quel. On peut aller le faire. Je sais pas si je vais avoir la data, mais oui, c'est soit le début d'un bottom ou alors le début simplement d'un rebond dans une continuation de tendance baissière et on pourrait aller le faire. Où est-ce qu'on pourrait aller le faire? Est-ce que je vais avoir la data pour vraiment le bottom de 2022? Si je vais ici et que je me mets en 1 minute, est-ce que je vais avoir la data? Ouais. Et bah, là, tu l'as le moment 1 minute où quand on regarde, je sais pas si derrière on est revenu, voilà, on n'est jamais revenu sur ces prix, mais là, tu as le moment où on a créé le bottom, tu vois? Et il y a et forcément, ça se fait à un moment donné en 1 minute, quoi. Bah, tu sais pas que ça l'est parce que tu sais pas que ça l'est, parce que jusqu'à un certain moment, c'est simplement un rebond. Mais d'un rebond, on arrive à une tendance qui continue. Et là, tu vois bien que pour le moment, bah, en fait, là, pour le moment, tu sais pas encore si on va pas aller voir 12 000, quoi. C'est évident. T'as pas le futur. Donc, et tu vois bien que voilà, on voit qu'on réussit à passer plus ou moins le 1 minute. On est autour de notre moyenne euh, court terme. On passe pas le 5 minutes. Mais il y a un moment donné où en fait, ce prix-là, ça va être vraiment le pic au bottom. Je sais pas si je peux aller. Je suis déjà en. Voilà, c'est ça. On sait pas ce qui peut suivre. Ok, je crois que je l'ai fait bugger. J'ai mon TradingView qui vient de bugger. Ouais. Ok, non, c'est bon. On n'a pas les mêmes datas sur Chainbroker pour STRK. Ouais, je sais, enfin, je sais pas, mais je sais qu'il peut y avoir des différences de data entre les fournisseurs. Donc c'est un peu chiant. Il faut aller vérifier. Des fois, quand il n'y a pas les mêmes datas, c'est un peu comme les datas entre CoinGecko et CoinMarketCap. Ça veut dire qu'il faut aller vérifier directement sur le projet pour voir qui a raison. Mais l'idée, c'était pas, tu vois, je veux pas taper sur Starknet parce qu'en réalité, je crois que j'ai jamais utilisé Starknet. Mais c'est vraiment c'était pour donner un exemple de tokenomics qui sont pourris, quoi. Shex, j'ai pas vu combien il tient bien, mais je sais que c'est un bon projet RWA, il me semble. Ouais, oh ouais, ça tient bien. Tu vois, c'est dommage, je vais pas miser sur les bons projets de RWA parce que ouais, Shex tient bien aussi. Shex tient bien, super, on a une belle tenue du tunnel en 4 heures. Là, bon, c'est vrai qu'il y a une petite baisse de momentum, mais ouais, on est revenu sur support. C'est vrai que là, une petite baisse de momentum parce qu'on passe sous le 1 heure. Ça serait cool qu'on vienne sur le 4 ici, hein. Si on vient là et qu'on vient péter les stops, qu'on vient sur le 4 heures, assez intéressant. Il y a Xelis. Là, je l'ai vu, ouais, il est bien fort aussi. On est en train de consolider. J'ai vu qu'on était revenu sur le 4 heures rapidement. Mais non, Xel aussi, c'est vraiment pas mal. Xelis. Belle conso ici. Et il a bien tenu sur le dump là, donc plutôt pas mal. BWB. BW, ouais, c'est token de BitGet aussi ça. Elle traîne aussi parce qu'on voilà, on tient le 4 heures. BWB, on tient le 4 heures, on est revenu on a tapé le 4 heures. C'était quand 18 décembre et on repart, ouais, potentiellement on repart à l'os. Non, mais c'est une belle trend aussi. C'est un actif qui a une belle trend pour le moment. Donc est-ce que ça va performer comme le BGB? Ça, je sais pas. Ça, je peux pas. Ça, malheureusement, je peux pas le dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, c'est vrai que BGB, c'est ATH sur ATH. Par contre, il donne des entrées sur le 1 heure, quoi. Sinon, ouais, bon, ça fait 2 heures. C'est plutôt pas mal. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas. Et voilà, je vais vous upload ça. Allez, ciao, ciao.